Bonjour et bienvenue dans une série de vidéos que je voulais faire depuis très très longtemps en fait, sur, comme vous l'avez deviné, Vampire la Mascarade. Il se trouve que j'ai tous les livres en fait. J'ai un peu étrangement, il y a 5 ans quand je suis revenu avec le Covid en France, j'ai décidé de racheter un peu par hasard les vieux bouquins de Vampire la Mascarade en anglais, et parce que j'avais un projet de podcast à faire, que j'avais appelé de A à GN, où grosso modo l'idée c'était de faire des sortes de fiches de lecture, de lecture dans les grandes grosses mailles de tous les bouquins que je possède, et je possède quasiment voire l'intégralité des livres sortis pour Vampire sur la version 1, la V2 et la Revised, que vous connaissez comme étant la 3e édition en France. Et je me disais que c'était vraiment... J'avais un intérêt à faire ça, bon, pour évidemment l'amour que je peux porter à Vampire la Mascarade, mais aussi au fait que c'est intéressant de voir l'évolution à la fois éditoriale et mécanique de la gamme. Et je pense que c'est assez rigolo comme exercice, à la fois pour moi, pour les vieux de la vieille, mais aussi par hasard, si jamais il y a de jeunes joueurs ou des gens qui connaissent pas Vampire du tout, ou uniquement le jeu vidéo, qui tomberaient là-dessus. Je trouve que ça reste un exercice intelligent, et la technologie peut évidemment nous fournir des vidéos assez impressionnantes. J'essaie de monter un setup d'enregistrement qui n'est pas forcément optimal, mais qui je pense est pas trop mal, et je suis confortablement assis, donc j'ai envie de dire, il y a qu'à faucon, hein, comme on dit. Donc c'est l'heure de commencer. Donc le premier truc assez rigolo, c'est que c'est un soft cover, donc c'est un livre qui est en couverture souple, alors que l'essentiel des gros bouquins de vampires, les core books, donc les livres de règles de base, sont faits sur du cartonné. On remarquera aussi qu'il y a un peu cette espèce d'approche très iconique qui est inspirée d'une autre couverture d'un vinyle, d'un album des années 80 dont je ne sais pas lequel c'est. J'ai cherché avant cette vidéo, mais j'ai pas réussi à le trouver, avec la fameuse dalle de marbre et la rose posée dessus. Et pour la petite histoire, c'est vraiment une photo qu'ils ont été prendre. Et il me semble que Akili, donc Justin Akili, qui est l'un des gros game designers de chez White Wolf de cette époque-là, a une photo, a récupéré le marbre en fait, et il l'a posté sur Reddit il y a pas longtemps. Mais bon, on n'est pas là pour parler de marbre, on est là pour parler de Vampire, et donc de Vampire la Mascarade, première édition, le premier livre. J'essaierai de faire tous les livres au fur et à mesure, certains seront gros, d'autres sont petits, donc ça dépend des vidéos. Le deuxième, Blood Nativity, vous verrez, c'est un scénario de 4 pages, donc ça va aller très très vite. Donc c'est un bouquin qui sort en 91 par Mark Rein-Hagen. Mark Rein-Hagen a cette espèce de petite caractéristique un peu débile de mettre un point entre ces deux noms et non pas un tréma. Mark Rein-Hagen est un drôle de coco qui évidemment est fasciné et adore Vampire la Mascarade. Son père était pasteur méthodiste, il me semble, donc c'est lui qui a vraiment conçu le jeu, on va pas mentir non plus, mais qui a aussi lancé l'idée des thèmes très bibliques, qui était un gros non-non en fait, avant qu'il arrive à ce point de design, avant qu'il établisse que les vampires étaient basés sur un père, sur le Caïn de la Bible. Il y avait beaucoup d'a priori sur où est-ce qu'ils allaient aller. Ils voulaient surtout pas justement aller sur un truc biblique, et finalement c'est fait, et c'est à partir de là, en tout cas d'après la légende, donc pour l'historiographie on repassera, mais que Mark Rein-Hagen dit que en gros le jeu était fini, quoi, et qu'après tout a un peu coulé de source. Donc on a les crédits qui sont un peu... Donc on est encore en V1, on est encore à l'époque où White Wolf, rappelons-le, hein, White Wolf était un magazine à la base, qui a eu le thumbs up, donc l'approbation de Michael Moorcock. On rappelle, Michael Moorcock peut être très très chiant avec le nom Loup Blanc, qui est une référence évidemment à son personnage Elric. Il a beaucoup fait la gueule, notamment sur The Witcher, puisque le personnage du sorceleur de Geralt de Rivia est surnommé Loup Blanc, et ça il a pas trop aimé. Mais généralement il est assez cool pour filer justement les licences. Et le magazine White Wolf, qui a fait plein de petits trucs sympas, donc notamment les Life Path, qui était une idée. Donc c'est un magazine qui est sorti dans les années 80, fin des 80, a réussi à petit se faire un très bon business. On sait que de toute façon les gens de cette époque, la majorité des éditeurs de jeux de rôle de cette époque-là, donc fin des 80, début 90, ont commencé comme étant en sortant des magazines. Et c'est une fois que les magazines ont eu suffisamment de succès qu'ils sont sortis des jeux, et petit à petit, l'oiseau fait son nid, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à s'imposer. À l'époque, ils se lient d'amitié avec une autre entreprise qui s'appelle Lion Rampant, et c'est ils ont racheté l'entreprise, et par leur fusion, White Wolf, concrètement l'éditeur, va naître avec son premier jeu qui va être Ars Magica. Donc Ars Magica est un jeu de magie qui se passe durant le Haut Moyen-Âge, où on incarne des magiciens qui sont structurés autour de quelque chose qu'on appelle l'ordre d'Hermès. Donc ils ont des maisons, et en tout cas Ars Magica se voulait être un jeu assez réaliste, nonobstant la magie.
et les fées et compagnie, mais qui avait un système de magie notamment qui était extrêmement intelligent, à la base de mots de pouvoir, donc des verbes en latin de cuisine, et des objets, donc par exemple créer feu, créer eau, détruire feu, détruire terre, j'en sais rien. Et c'était un jeu qui a vraiment eu son heure de gloire, qui a eu des très bonnes idées, comme le jeu de troupe notamment, où on jouait pas tout le temps les magiciens, puisque les magiciens passaient l'hiver au laboratoire. Donc on pouvait jouer leur larbin, et je pense que c'est le jeu de troupe, justement, est quelque chose qui aurait dû, alors ça c'est mon théorie personnelle, aurait été très utile dans Vampire. Et c'est dommage que ça soit pas fait, parce que je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus, mais en tout cas, voilà, c'était... Ars Magica a eu son heure de gloire, ça a été acheté, racheté par Atlas Games, par d'autres personnes, traduit en français aussi par Descartes, puis plus tard par les Luttes de Passe. Donc ça reste un jeu assez iconique, même si maintenant il a un peu ses fans, et petit à petit il a un peu disparu des capteurs, et c'est un peu dommage. Donc on a des noms assez rigolos, hein, qu'on retrouve dans les crédits évidemment, donc Mark Reinagen, j'en ai déjà parlé. Il y a aussi Graham Davis, hein. Donc Graham Davis est, on rappelle, britannique, hein. C'est lui qui a notamment beaucoup travaillé sur la campagne impériale de Warhammer, donc c'est quelqu'un qui était affilié à l'époque, si je dis pas de bêtises, il n'était plus à Warhammer, il n'était plus à Games Workshop, mais il officiait chez Hogshead, qui était une succursale qui avait été établie par Games Workshop pour sortir des suppléments de jeux de rôle qui en fait marchaient pas très bien. On retrouve notamment, alors je connais pas tous les noms, mais on peut reconnaître les frères Wick. Donc il y a Stewart Wick et son frère, dont je vois pas le prénom ici, qui sont en fait, c'est Steve Wick je crois, qui sont en fait deux frères qui ont beaucoup bossé sur, c'est eux qui ont lancé White Wolf le magazine, qui vont devenir, donc Stewart Wick Stewart Wick va être vraiment un designer, vraiment, alors que son frère, l'autre Wick, Steve Wick, lui va devenir le directeur général de White Wolf. C'est donc vraiment eux qui ont tiré, qui ont vraiment, poussé White Wolf pendant quasiment 10-15 ans. Ça s'est très très mal fini avec Mark Reinagen qui a claqué la porte pour des histoires de fric, pour des histoires de... En fait, quand la mode vampire un peu a commencé à baisser. Mais en tout cas, c'est des gens extrêmement importants. Et Stewart Wick est décédé il y a moins de 10 ans maintenant, je crois en 2017. Il y avait... c'était un peu ses funérailles étaient un peu c'est Stéphane, son frère, je crois. Mais les retrouvailles, l'enterrement de Stewart Wick a été un peu les retrouvailles. Il y a tous les mecs de la V1, de la V2 qui sont passés. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est une dernière fois d'ailleurs, on a vu Josh Timbrook, qui est un des dessinateurs et contributeurs que vous voyez là, qui est un des dessinateurs iconiques de Vampire et de White Wolf en général. On va le voir plus tard avec son travail. Donc la cover de Chris McDonough aussi, le monsieur qui a fait la couverture, le design en fait, est aussi un petit peu dessinateur, mais c'est un gars qui a filé comme beaucoup de gens en fait, chez Vampire, à White Wolf, beaucoup des idées, même si Mark Reinagen va dire qu'il a les concepts, que ce soit Hagen ou les frères Wick ne sont pas bêtes et vont commencer très rapidement en fait à prendre toutes les bonnes idées qu'ils peuvent chez les gens qui vont jouer, playtester, que ce soit des dessinateurs, des game designers et compagnie, et ça va beaucoup aider en fait à créer le jeu, hein, simplement. Notamment, c'est, comme je disais, Chris McDonough, qui à la base est plutôt un graphiste illustrateur, va donner l'idée des clans, par exemple, pour le jeu. Il y a beaucoup de beau monde là-dedans. Je crois, si je dis pas de bêtises, il y a Tom Dowd aussi, qui est le concepteur du système de Shadowrun. C'est lui qui a créé en fait le système de D10 utilisé par Vampire, ce qui a provoqué quelques petits soucis, mais ça, on y reviendra. Je reconnais très rapidement, il y a un nom qui est assez rigolo de voir maintenant, c'est Lisa Stevens. Lisa Stevens était à l'époque l'adjointe à l'éditorial du magazine White Wolf. Après, elle a aidé un tout petit peu sur Ars Magica et sur Vampire, avant de voler de ses propres ailes et d'aller aider à la création d'une petite entreprise qui s'appelle Wizard of the Coast. Et concrètement, c'est elle qui a suivi, poussé et maintenu tout le marketing de Magic l'Assemblée, donc Magic the Gathering, le jeu de cartes. Ce qui fait qu'en fait, elle a réussi par la petite porte aussi, je pense, à aider au deal de la création de Jihad, d'Eternal Struggle, donc le jeu de cartes White Wolf qui a aussi été Vampire, que j'aimais beaucoup, qui a été fait par Richard Garfield. Il y a une sorte de connexion qui existe évidemment, parce que c'est un petit monde, et dans les premières éditions de Magic, il y a beaucoup d'illustrateurs, notamment, je pense à Ron Spencer, je pense à Kane, qui sont des illustrateurs un peu maison de White Wolf, qui vont aller faire pas mal d'illustrations de cartes de Magic, des vieilles éditions, notamment des cartes très très connues, pour trouver ça sur internet, c'est toujours assez rigolo. Et en fait, donc Madame Stevens était une fan absolue de Star Wars. Je crois qu'elle a une très très grosse collection de figurines Star Wars. Elle est incollable sur les figurines à collectionner Star Wars. Et elle a réussi à monnayer pour gérer, en fait, mettre en place et gérer
la version Star Wars D20 en fait chez Wizard of the Coast. C'est le dernier projet qu'elle a fait. Et à un moment même, elle a réussi à devenir la gérante officielle du fan club Star Wars. Donc elle était très contente. Et évidemment, son œuvre ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle est devenue la fondatrice de Paizo. Paizo que vous connaissez parce que c'est eux qui font notamment les Pathfinder. Donc c'est vraiment un petit monde et c'est toujours très rigolo de voir tout ça. Donc je passe, les artistes, on va y revenir, mais il y a Tim Bradstreet, Chris McDonough, Ian McHugh, Ron Spencer, Richard Thomas, qui lui sera un vieux de la vieille qui va rester très très longtemps chez White Wolf, et Josh Tinbrook évidemment. Alors il y a des playtesters, c'est rigolo, on voit il y a un nom des clubs de jeux de rôle qui s'appelait le Book of Ibon, donc c'est un livre dans un ouvrage du mythe de l'appel de Cthulhu évidemment. Un peu plus rock'n'roll, il y a une grande dédicace à Václav Havel, puisqu'on est en 91, et c'est le moment où l'Europe de l'Est va imploser, et on va avoir évidemment toute une série de, que ce soit la République tchèque, la Pologne, avec Solidarnosc, c'était beaucoup plus tôt, mais vraiment il y a l'effondrement en fait, de l'URSS, des républiques satellites, et donc en fait l'indépendance des pays, avec notamment Václav Havel, qui était un gros penseur, un philosophe, et qui, je crois, était le Premier ministre ou le président de la République tchèque. Et mais c'est assez rock'n'roll, parce qu'il y a... C'est un peu le côté Mark Reagan qui est dans son délire en disant « Ah ouais, c'était vraiment mon inspiration », sauf qu'après, il va citer aussi Ayn Rand comme inspiration, qui est un peu foufou, mais bon, ça serait un autre sujet. Et évidemment, un grand merci à la ville de Gary en Indiana. Donc on commence avec une iconographie qui est vraiment devenue la norme, en tout cas au début de Vampire, à savoir des illustrations de plein pied, en noir et blanc notamment, qui vont illustrer en fait tous les débuts de chapitres chez Vampire sont de la même façon. Ce ne sera plus les mêmes illustrateurs, mais vous aurez toujours une sorte de texte d'introduction sur la droite, et une grande illustration de noir et blanc sur la gauche, qui va vraiment être la marque de fabrique, comme je dis, ça et les suppléments de Vampire, enfin les suppléments chez White Wolf, mais ça c'est vraiment quelque chose que vous allez retrouver jusqu'à l'époque d'Orpheus, quasiment. Orpheus, c'est plus des illustrations de pleine page, mais quasiment, on a les divisions de chapitres comme ça. On a, à l'heure actuelle, à ce moment-là, donc c'est Tim Bradstreet qui a ces illustrations-là. À l'époque, Tim Bradstreet est déjà un illustrateur qui est assez demandé, alors c'est pas non plus... c'est pas Dieu le Père, mais il a quand même un certain... il a déjà des deals et du boulot dans l'industrie des comics et dans l'illustration en général. Il est connu pour prendre des modèles, donc l'essentiel de toutes les illustrations sont faites d'après des modèles, avec vraiment un gros travail sur l'ancrage au noir et blanc. La légende veut que White Wolf l'a approché en disant est-ce que on te propose $5,000 pour illustrer, ou je sais plus, un peu moins, mais quelques milliers de dollars pour illustrer, faire 12 illustrations grand format noir et blanc pour le Vampire la Mascarade. Et lui a accepté en se disant bah de toute façon ça sert à rien, ça va jamais marcher leur truc. Et pendant des années il s'en est vraiment voulu en se disant mais j'aurais quand même pu si j'avais demandé juste un pourcentage sur les ventes, j'aurais pu être le roi du pétrole. Mais bon, c'est toujours facile de voir ça un peu avec le recul. Tim Bradstreet, c'est après illustré notamment, vous le connaissez peut-être si vous aimez bien les comics. C'est lui qui a illustré toutes les couvertures pendant quasiment 15 ans du Punisher chez Marvel, notamment sur les runs avec Garth Ennis au scénario et Steve Dillon au dessin, qui sont moi, je suis pas très Marvel, j'aime pas trop Marvel du tout, mais ça je suis très très amateur du duo Garth Ennis et Steve Dillon. Je pense que c'est vraiment tic et tac, c'est les gars qui marchent très très bien ensemble, et qui étaient les meilleurs amis du monde, et qui avait une aversion justement pour le super-héros en général, qui aimait bien faire la grosse, à part Superman, qui faisait que des parodies, des choses assez choquantes. Moi, donc je suis très très friand, parce qu'au-delà de l'aspect pipi caca que vous retrouvez dans The Boys, Hitman, Preacher et compagnie, il y a quand même un vrai travail sur les relations humaines, les relations sentimentales. Je trouve que c'est vraiment Ennis, c'est vraiment quelqu'un qui est sous-noté. Je trouve que la série télé, notamment The Boys, lui rend vraiment pas hommage, parce qu'il y a beaucoup plus à The Boys notamment, à mon avis, sur la toxicité masculine, sur la répétition des cycles et tout, qu'on veut bien le croire. Et en plus, c'est un fou furieux d'Astérix et Obélix, donc ça c'est toujours très bien pour moi. Et donc Tim Bradstreet va un peu contrebalancer cette série de bouquins qui sont basés sur l'humour, sur un espèce de délire aussi très militaire, parce que Garth Ennis est un gars de l'Ulster, donc en gros c'est un orangiste. C'est quelqu'un qui est pour l'Union, qui a grandi en Irlande du Nord, mais qui est pour l'Union en fait, il est pas républicain. Et donc il y a toute une vénération du MI6, donc il y a un côté militaire hyper poussé, mais avec de l'autre côté une satire un peu débile où il y a de l'humour pipi caca, et ces couvertures de Tim Bradstreet qui sont toujours cette espèce de mec, le même modèle qu'il avait, très émacié, avec plein de flingues, des crânes, qui va créer vraiment une esthétique très
très terre à terre en fait, qui n'est pas forcément ce qu'on retrouve en fait quand on voit les dessins de Steve Dillon, hein, qui lui était un peu plus rocambolesque on va dire dans les situations. Et pour la petite histoire, si jamais vous pouvez regarder, parce qu'il a rebossé donc sur la V20, moi j'aime pas du tout, mais ils l'ont rappelé pour faire la V20 de Vampire avec des dessins en couleur. Et je trouve que ça passe pas du tout. J'avais l'impression de voir des Photoshop dégueulasses. J'ai vraiment pas aimé son travail sur la V20. Je trouve que la couleur le dessert énormément. Donc, et par contre, si vous regardez le film, dans les bonus du DVD Punisher, le premier, donc celui avec Thomas Jane qui est sorti en 2003 ou 2004, je crois, il a fait une illustration spéciale pour le film, et il y a une featurette sur les mecs du DVD qui viennent l'interviewer pour le voir bosser. Et il bosse avec le modèle de Punisher, et à un moment, le type lui demande, l'intervieweur dit, mais est-ce que vous savez dessiner sans modèle et tout. Et le mec, il est super gêné, donc... le sujet des modèles et de la copie est un sujet très particulier dans le dessin. Enfin, je suis pas très versé, mais tout ce que je vous dirais, c'est qu'il y a du bon. Enfin, tout le monde a besoin d'avoir des références. On peut travailler d'après modèle si après on fait beaucoup de changements. Je pense que c'est le cas de Tim Bradstreet, qui est quand même un mec qui est pas dénué de talent. Mais en tout cas, à l'inverse d'un mec comme Greg Land, par exemple, qui est un dessinateur Marvel, qui lui se contente de copier-coller des images pornographiques qu'il trouve. Donc toutes les meufs dans ces BD, on a l'impression qu'elles ont un orgasme, quoi. C'est absolument ignoble et dégueulasse. Ça me donne vraiment envie de se crever les yeux. Mais je pense que c'est pas juste dû au dessinateur, mais vraiment aux cadences de travail qui sont infernales. Et à l'inverse, rappelez-vous que Moebius avait tout un catalogue équivalent La Redoute Cowboy chez lui pour dessiner Blueberry, et il demandait souvent à son assistant ou un de ses potes de se déguiser en cowboy. Donc voilà, après vous en tirez la conclusion que vous voulez. Donc on commence avec une sorte de petite lettre qui est envoyée par Vlad Tepes, Dracula. Dracula existe dans le monde de Vampire la Mascarade, il a un rôle très particulier. Certains diront qu'il a un rôle de Mary Sue, donc d'être un personnage qui a tous les pouvoirs, qui est méga gros bill. On y reviendra au fur et à mesure des livres. Donc là en fait il envoie une petite lettre à Wilhelmina, donc Harker, donc la femme de Harker dans le livre Dracula, en lisant je m'excuse de tout ce que j'ai fait, rien que le fait de vous envoyer le document 6 juin va me marquer comme étant un traître parmi les miens. Donc on va y revenir. Et donc on a ensuite un pitch sur lequel je vais pas trop m'étendre parce qu'il y aura beaucoup de redites sinon, sur la quintessence du jeu. Et c'est là où je crois, il me semble qu'à l'époque, White Wolf avait sorti pour teaser le jeu, ils avaient sorti un petit livret de 16 pages qui était très très joli, très bien fait, avec concrètement un petit peu cette synthèse, qui s'appelait le livre des damnés, je crois. Et on revient vraiment sur tous les concepts qu'on va avoir dans Vampire la Mascarade. Je me permets de passer pour une simple et bonne raison, c'est que comme je dis, on va vraiment repasser là-dessus, et c'est le livre de base, donc il est assez long. Donc accrochons-nous un petit peu à notre... Enfin, patientons un petit peu, donc on a un peu tout, on va avoir les générations, les enfants, la transformation, enfin the embrace, donc le fait de transformer un humain en vampire, ce qui est vrai sur les vampires, ce qui est faux, la fin, la bête, la dégénérescence, le monde des vampires, la mascarade et la diablerie. Et évidemment, tout le texte d'ambiance est fait sur un mode un petit peu cliché, où il va utiliser du latin, de l'allemand, du français pour montrer que c'est une créature très cultivée et qui est complètement différente en fait qui est assez différente du Dracula qu'on a dans le livre, à savoir qu'ici il y a vraiment le côté Dracula cherchant à se racheter auprès de Mina, et que le livre Dracula qui est écrit dans le monde de façon diégétique existe dans Vampire la Mascarade, le monde de Vampire la Mascarade est en fait une sorte de contrefaçon qui n'est pas du tout exacte. Donc on a un autre truc qui va un peu disparaître, je crois que c'est encore le cas dans Mage première édition, le livre de base, dans Loup-Garou, qui est en fait une sorte de texte, une division du livre en trois parties supplémentaires, au-delà des chapitres, qui raconte une petite histoire d'un type qui va être transformé en vampire, avec un texte d'ambiance, son début en tant que vampire, et ensuite la quête, justement l'énigme, comme ils disent, nous sommes des bêtes, de peur de devenir des bêtes. Il y a toujours cette espèce de grand délire chez White Wolf qui va rester jusqu'à la fin, jusqu'à Orpheus, à savoir des petits textes, des petites citations qui sont prises à droite à gauche. Alors ça peut aller du très très subtil avec du Schopenhauer, du Nietzsche, de ce que tu veux au niveau philosophie, à des paroles de chansons, des extraits de bande dessinée. Enfin c'est dans tous les sens, c'est très très rigolo. Et moi je suis très friand, je suis très citation, mais je sais que pour beaucoup ça peut paraître un peu pompeux, voire lourd. On a une illustration qui est tirée stricto sensu d'un film qui s'appelle Near Dark. Donc c'est
Frontières de l'aube, je crois, en français, qui est un film de Catherine Bigelow qui a été une très, très, très grosse inspiration pour Vampire la Mascarade, et notamment toute l'imagerie du Brouja et du Sabbat. Il y a une scène similaire avec Adrienne Pasquard, qui joue le protagoniste, qui se fait, entre parenthèses, transformer en vampire par une fille, et qui draine le sang en fait, de sa maîtresse. Et ça, c'est vraiment l'idée le Rage and Control, donc on sait pas, mais ça peut être une goule avec un vampire, simplement, ou peut-être quelqu'un qui est lié par le sang. On va revenir à tous ces concepts-là, évidemment. Donc on a une petite illustration sympathique, avec un texte d'ambiance, grand classique, où « Oh là là, je suis triste, malheur est moi, je n'ai que tous les siècles pour me rappeler de qui j'étais et ne pas perdre mon humanité ». On vient sur des grandes généralités, sur qu'est-ce que le jeu... Tout, on l'a toujours, hein, mais qu'est-ce que le jeu de rôle ? Qu'est-ce qu'un maître du jeu ? Quels sont les joueurs ? Comment ça marche ? Est-ce que le jeu de rôle, c'est que du théâtre ? Non, parce qu'il y a des règles et compagnie. C'est pas très long, hein, mais c'est vraiment le bas du bas. On trouve Ron Spencer, qui arrive. Donc Ron Spencer est là depuis le début, il sera là jusqu'à la fin, qui est essentiellement un illustrateur qu'on connaîtra plus tard pour Loup-garou l'Apocalypse. C'est lui le grand spécialiste dessinateur des formes de Krynos. Et ça, c'est un truc que vous n'avez pas dans la VF. Enfin, vous l'avez, mais de manière décontenancée. C'est-à-dire que la version française de Vampire la Mascarade V1 qui est sortie est un mix au niveau des illustrations avec le guide du joueur, le guide du maître, ce qui fait qu'on a un truc qui est plus propre, mais qui respecte pas vraiment en fait ce qu'avait voulu l'intention d'origine de Vampire la Mascarade V1, puisqu'en fait on va avoir une petite histoire au fur et à mesure par des dessinateurs suffisants sur une ancienne qui s'appelle Shelza, qui vit à Babylone, qui petit à petit va traverser les âges, et on va le voir, mais ça se finit très très mal pour elle, et qui s'abrace un petit peu tous les concepts de vampire en même temps. Donc voilà, on continue les grandes généralités sur le jeu de rôle. Et on a ensuite vraiment le grand truc de White Wolf, c'est que généralement il y a une description par un personnage, donc sous forme de correspondance ou de dialogue dans le jeu qui vous est donné, souvent, et après on l'explicite de façon très simple et propre, de manière pour que le MJ puisse l'assimiler sans avoir à se taper toutes les litotes, les allégories et disons la prose. La prose qui peut être assez conséquente de White Wolf. Donc on a vraiment les grands concepts. Donc on joue des vampires. Les vampires travaillent en groupe. Alors ça c'est assez intéressant. En fait on dit vous êtes un jeune vampire qu'on appelle un fledgling, donc un jeune vampire qui a été libéré par son sire, qui lui a appris tous les trucs et astuces et comment vivre sa nouvelle forme. Il est devenu un vampire et maintenant il doit travailler pour survivre au milieu d'une société qui est extrêmement difficile. Il travaille avec alors c'est pas le terme coterie à ce moment-là, mais il parle de brood. Et brood c'est quasiment la couvée, la portée, avec d'autres jeunes vampires pour essayer de se protéger. Et donc voilà, le coiterie, qui n'a rien à voir avec les coteries sont présentes. On a tous les éléments qu'on connaît. Donc sur le becoming, c'est le moment où on devient un vampire. On vous explique en fait que contrairement à Sinners par exemple qui est sorti, on ne devient pas vampire comme ça. Il faut vraiment que votre sire, celui qui vous transforme en vampire, draine un humain complètement de son sang et après lui donne du sang vampirique, sinon ça marche pas. Donc il n'y a pas de risque en fait d'infection gigantesque de vampirisme. Sachant que c'est très très quadrillé, on vous explique, et c'est le cœur du jeu en fait, c'est que l'un des tenants de la société vampirique, c'est de limiter justement le nombre de vampires existants, sinon ça se voit, ça crée des problèmes, des tensions, des querelles, et potentiellement les humains peuvent être alertés. La faim, donc le fait qui est tout bête, c'est qu'un vampire a besoin de sang pour survivre, s'il ne boit pas de sang, il va avoir des problèmes, et l'idée concrètement, c'est qu'il lui faut 1 point de sang par nuit pour se relever. La nature de la bête, donc les vampires ont tous une bête en eux qui s'oppose à leur moralité, on va dire, qu'on appellera grossièrement l'humanité. La bête essaye tout le temps de sortir, de se nourrir. La bête n'a qu'un seul objectif, c'est de se nourrir et de se protéger. Donc elle va se protéger contre les insultes. Si on insulte un vampire, la bête s'énerve. Si le vampire a soif, la bête s'énerve. Et s'il y a du feu ou du soleil, la bête s'énerve. Et donc l'idée, c'est que le vampire va devoir toujours cohabiter avec cette espèce d'instinct qui est très très violent en lui, qu'il n'arrive pas à contrôler, contrairement par exemple au loup-garou, qui le contrôle pas complètement, mais qui est disons plus simple par rapport à ça. Et il doit aussi essayer de faire en sorte que les instincts de la bête ne détruisent pas sa moralité, qui va être le cœur, en tout cas qu'on vous vend, du jeu de Vampire la Mascarade, ce qui dans les faits peut être différent selon votre table, et on va pas se mentir, même dans les mécaniques du jeu lui-même, des fois c'est un peu poussif et c'est pas forcément tout de bonne loi. On remarquera quand même que déjà, je trouve qu'il y a vraiment un gros travail de mise en page qui est vraiment pas bête, avec de la double colonne,
propre, paragraphe, et on a ce petit liseré qui est reproduit, qui va disparaître assez rapidement, au profit d'une découpe plus simple qui va rester moins chargée en fait, et qui restera quasiment jusqu'à la fin de Vampire, jusqu'à la Revised. On a aussi les pouvoirs des vampires avec les crocs. Donc on rappelle que les crocs de vampires, les crocs de vampires font très très mal, lui permettent de soigner, lui permettent de boire le sang des autres évidemment, sont rétractables en général. Et le vampire peut simplement lécher les plaies de ses victimes pour faire disparaître les cicatrices et comble du comble, en fait, généralement le baiser du vampire étant à la fois extatique et douloureux permet en fait très rapidement à l'humain d'avoir une sorte de trou de mémoire. Ce qui est convenant très pratique. Le sang du vampire lui permet de se régénérer, donc c'est très très cool, et de booster ses caractéristiques physiques. Et enfin les disciplines qui sont des pouvoirs qui poussent quasiment vampire vers le jeu de super-héros, et ça faut pas le mentir, ça a été conçu comme ça. C'était une grosse discussion qu'ils ont eue assez rapidement dans le jeu en disant qu'en fait la grande théorie c'était que les jeux d'horreur ne marchaient pas. Mis à part l'appel de Cthulhu, 10 ans plus tard, en 90, il n'y avait pas de jeu d'horreur qui fonctionnait vraiment, il y avait eu, je crois, Chill, un ou deux trucs, GURPS, mais c'est pas des jeux qui duraient, en fait, simplement. Donc ils ont dit, on va rajouter un côté très aguicheur, qui est les super pouvoirs, tout connement, avec les disciplines pour un peu tenter les gens, et il y a eu ça, plus les clans, qui à côté ont permis d'instaurer un peu une hiérarchie façon Donjons et Dragons, qui ont vraiment fait le succès du jeu, puisque les clans tapaient dans des archétypes que tout le monde pouvait comprendre, on y reviendra, mais aussi en plus avaient la capacité justement de donner des rôles simplement aux joueurs dans l'équipe. Les faiblesses, vous les connaissez, donc il y a le soleil, c'est très très mauvais. La frenzy, donc la frénésie qui fait que quand la bête prend le dessus, il faut la contrôler. L'humanité qui quelque part est une faiblesse, puisqu'en fait le vampire est obligé de la mitiger, puisque si son humanité, et ça c'est le grand principe du jeu, c'est-à-dire que l'humanité est notée sur 10, si elle tombe à 0, c'est fini, vous pouvez plus jouer votre vampire, il subit ce qu'on appelle le vassal. Donc le vassal fait qu'en fait le vampire passe complètement sous le contrôle de la bête, donc ça devient un PNJ, qui devient une espèce de bestiole qui rôde dans la ville, qui sort la nuit juste pour se nourrir, qui se défend son territoire et qui va se rendormir. Et ça, c'est le truc qui est le plus terrible pour tous les vampires, puisque le jeu s'appelle Vampire la Mascarade, puisque les vampires essaient de cacher leur existence aux yeux des mortels, on y reviendra, pour de bonnes raisons. Donc si vous avez une sorte de bête vampirique qui fait qui cache pas du tout sa nature et qui fonce à droite à gauche, vous êtes vraiment dans la merde. Donc c'est pour ça qu'il y a pas de tolérance en fait par rapport aux vampires qui ont une très très basse humanité, ou alors il faut qu'ils sachent la cacher, parce qu'ils sont jamais loin du vassal et donc de devenir autre chose. Donc il y a des humains aussi, ça on y reviendra, mais les chasseurs sont omniprésents dès le début, et il y a aussi des jeux de pouvoir, en fait, ce qu'on appelle le djihad, qui est l'idée qu'en fait les vieux vampires manipulent les jeunes vampires pour qu'ils s'entretuent, pour rayer les mensonges inutiles, pour assurer leur dominance, pour amener l'apocalypse, ce qu'on appelle la GN, ou simplement parce qu'ils s'ennuient. Et j'ai tendance à penser que c'est plutôt la troisième option. Et les misconceptions, donc c'est les mauvaises... les choses les mauvais préjugés qu'on a sur les vampires, qui sont présents dans notre conception à nous des vampires, mais qui sont pas forcément vrais. Donc le puits en bois, par exemple, ne tue pas un vampire, mais le paralyse uniquement s'il est percé dans le cœur. Les miroirs permettent techniquement, les vampires peuvent se voir dans les miroirs, sauf un clan qui n'a pas été encore introduit à ce moment-là. Les symboles sacrés ne marchent en fait pour repousser les vampires que si celui qui porte la croix ou le symbole a la vraie foi, qui est un concept qui va être usé et abusé tout au long de la gamme. Les vampires peuvent rentrer sans être invités, ils n'ont pas peur de l'ail, et l'eau ça fait rien du tout. Donc voilà, on y est. Ensuite on arrive sur un morceau qui est très très important et qui rattache évidemment le vampire à la Bible et à l'Ancien Testament, qui est le livre de notes. Donc le livre de notes, pour aller très très vite, c'est la Bible des vampires. Bible des vampires qui aurait été écrit par Caïn ou par un témoin de Caïn. Donc on rappelle Caïn qui est écrit Cain avec un E à la fin, et le père de tous les vampires, ce qui s'appelle le père sombre, qui en gros a la même histoire que le Caïn de la Bible. Il va assassiner son frère parce qu'il est jaloux, et 3 fois il va être puni de plusieurs façons. Donc il va avoir la marque de Dieu évidemment qui fait que personne ne peut le toucher, ça c'est dans la Bible, ça c'est rigolo.
Mais surtout, il y a 3 anges qui vont venir. Le premier ange va lui dire rachète-toi. Il va dire non, allez vous faire foutre. Donc le premier ange va lui dire bah moi, je te condamne à avoir soif. Le deuxième ange va dire est-ce que tu te rachètes? Caïn va dire non par fierté. Et donc le deuxième ange va lui retirer la présence du soleil, ce qui veut dire que si jamais le soleil le touche, il brûle, le condamne à la nuit. Et le troisième ange va dire non mais moi par contre, il n'y a pas de souci. Tu ne te rachètes pas, c'est ton problème. Par contre, sache qu'il y aura toujours le pardon de Dieu possible à travers Golconde. Et Golconde, c'est quelque chose, c'est une sorte de gimmick, de quête spirituelle qui est présente dans toute la gamme vampire, sur lequel on reviendra. Donc l'idée, c'est que Caïn va errer sur la terre de Nod, alors là, c'est pas dit, justement, donc c'est assez rigolo, dans la V1, c'est pas encore établi, mais en gros, il va acquérir les pouvoirs des disciplines, et il va finir par, maîtrisant ses pouvoirs, s'installer dans une ville qui s'appelle Enoch, qui est la première ville. Dans la première ville, il va se sentir tout seul, il va vivre avec des humains, mais il va finir par créer des enfants. Il va créer 3 enfants qui sont la deuxième génération, Caïn étant la première génération, et la deuxième génération va créer une 3e génération. Et là, Caïn va dire stop, c'est fini, vous arrêtez vos bêtises. Il va se barrer parce qu'il est très triste. La 3e génération, et je crois que c'est pas dit, la 3e génération va commencer va tuer en fait la seconde génération. Donc les 3 fils de Caïn vont mourir. Caïn va revenir, il va pas être content du tout, évidemment, et il va maudire chacune des lignées plus ou moins à ce moment-là sur les 13 antédiluviens, donc les 13 troisième génération vont être maudits. Il va y avoir un déluge, donc le déluge biblique qui va arriver. Caïn va disparaître et les antédiluviens vont disparaître parce que la première cité en fait va être détruite. Ils vont créer une deuxième cité, mais qui va pas fonctionner des masses. Alors j'ai plus la temporalité exacte, mais il me semble que c'est là où Caïn revient et leur dit c'est plus possible, vous pouvez pas rester comme ça. Mais en gros l'idée est la même. Ce qu'on appelle les antédiluviens, donc les 13 vampires, 3e génération, tous maudits, tous avec une spécificité, disons, de leur lignée par rapport à Caïn, vont perdre leur père, c'est-à-dire que Caïn va disparaître, sans l'enseignement de Caïn, ils vont simplement commencer à se disperser à travers le monde, ils vont faire une 4e génération, qui va faire une 5e génération, ainsi de suite. Et petit à petit, on va s'apercevoir que les vieux vampires vont manipuler les jeunes vampires pour se protéger et pour en fait contrôler quelque part le monde, les uns des autres, et c'est ce qui va créer le djihad, donc qui est cette espèce de guerre, pas vraiment sainte, mais la guerre des âges. Et la guerre des âges, c'est que les vieux manipulent les jeunes pour que justement les jeunes n'aillent pas détruire les vieux, et ça continue encore et encore jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'à la fin, concrètement, il y a un moment où ça ne sera plus possible, où le nombre des vampires sera tellement élevé que le nombre des vampires sera trop élevé, que les humains se lèveront pour détruire les vampires, et que, tôt ou tard, le sang de Caïn sera tellement faible que la malédiction sera quasiment menacée, et à ce moment-là, les antédiluviens qui dorment vont se réveiller et vont dévorer leurs enfants. Et ça, c'est ce qu'on appelle la GN, qui est l'apocalypse vampirique, qui n'a pas encore eu lieu. Et les 2 pages que vous avez vues ne contiennent pas tous ces éléments-là, hein. C'est moi qui vous fais la grande ligne, mais c'est intéressant de noter déjà que la V1 n'a pas tous les éléments en fait encore de la mythologie évidemment vampirique, mais ça viendra. Le livre de notes sera même édité sous forme de bouquin individuel. On arrive sur les règles, donc là c'est pas très compliqué, c'est vraiment lancer un dé, les périodes de temps, le découpage et les fameux scores. Donc je rappelle à Vampire, vous avez des stats qui vont de 1 à 5 pour vos caractéristiques, attributs, et pour vos compétences. Donc là, vous pouvez le voir, c'est assez simple. Pour le savoir, vous lancez les D10. Vous lancez autant de D10 que vous avez de points présentement. Donc par exemple, si je fais un jet de... Je sais pas moi, si je fais un jet de force mêlée, je tape avec une hache, je vois que j'ai 2 en mêlée, je vois que j'ai 2 en force, ça me fait 4 dés, donc je lance 4 dés 10. Généralement, les difficultés de base sont à 6, mais elles peuvent être à 7, 8, 9 selon la difficulté ou plus basse. Tous les dés qui seront égales ou au-dessus du score que j'ai atteint de difficulté sont un succès. Plus j'ai de succès, mieux c'est. Les oppositions, c'est celui qui a le plus de succès. Ainsi de suite, vous comprenez la chose. Le problème, c'est qu'il y a un petit souci. Quand vous faites 1 sur un jet, c'est considéré comme un échec. Donc le 1 vous retire un succès, ce qui est assez violent. Et si vous n'avez que des 1, en fait, donc vous n'avez plus de succès, vous avez un échec critique. Donc le problème, vous devinez, c'est que si vous avez 10 dés, vous avez quand même beaucoup de chances de faire des 1, et techniquement, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes. Des petites choses pourront être changées comme ça, mais il est vrai que le système de jeu lui-même, en fait,
a une intelligence d'un côté, ça c'était mentionné dans le podcast Les Amis de Jazz Jackson, c'est qu'il n'y a pas de chiffres, en fait, c'est juste des points, donc c'est très facile à comprendre pour quelqu'un en voyant qu'il a 4 points en dextérité, en machin, donc y a pas, quand on sort de systèmes qui sont assez durs, comme, je sais pas moi, RollQuest, Rollmaster, c'est vrai que c'est assez facile à appréhender pour un nouveau joueur. Il y a un système de blessure qui est assez compliqué, en gros, prenez des baffes, à chaque fois vous cochez une case, et ça vous file des malus, à la fin potentiellement vous êtes incapacité. Les vampires ont des choses, c'est qu'ils peuvent absorber très facilement les dégâts, les baffes et les balles. Par contre, il y a un autre type de dégâts qui s'appelle l'aggravé. Généralement, c'est les crocs de vampires, c'est le feu, la lumière de soleil, ou c'est des griffes de loup-garou, qui sont assez violentes et qui peuvent faire de l'aggravé, où là c'est très 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 compliqué à survivre, sachant que les vampires, même s'ils sont complètement incapacités, peuvent tomber dans un état qu'on appelle la torpeur, qui leur permet en fait de rester plus ou moins, d'être en état de stase, simplement jusqu'à ce qu'ils se réveillent, qu'ils aient très soif et qu'ils décident de croquer tout le monde 2 siècles plus tard. C'est ce qui arrive au personnage qu'on suit dans la petite bande dessinée. Il y a aussi un espèce de petit système qu'ils avaient rajouté qui était des mots-clés. En gros, le mot-clé vous donne un bonus sur un dé si jamais il peut s'appliquer sur le jet que vous faites. Donc l'humanité qui est le compteur en fait de vertu, plus il est haut, plus vous êtes humain, plus il est bas, plus vous êtes proche de la bête. La volonté qui est une sorte c'est comme les points de destin, pour aller très vite, c'est des petits bonus, c'est des points que vous pouvez utiliser pour, par exemple, résister à la bête, avoir des succès, c'est vraiment pour vous aider. Votre blood pool, donc le taux de sang que vous avez, et les vertus qui sont en fait des compteurs qui vous permettent de résister aux 3 cas de figure de la bête. Donc en gros, la conscience, c'est quand vous tuez quelqu'un, pour éviter de perdre l'humanité, le self-control, c'est pour pas vous énerver, et le courage, c'est pour faire face aux flammes. Les disciplines, les backgrounds qui sont en fait des applicatifs des avantages qu'a votre personnage. Donc par exemple, est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il a des contacts? Est-ce qu'il a de l'influence? Donc c'est vraiment pour un peu personnaliser votre personnage qui n'est pas dégueulasse. Et on a à peu près fait le tour, on reviendra évidemment au reste. Donc les succès automatiques, les complications, on est toujours sur les règles, assez facile, hein, et des petits exemples de jets. On arrive sur le personnage. Donc le personnage va être montré simplement sous toutes ses coutures, c'est vraiment la création de personnage avec faites un concept, donc on est vraiment sur années 90 où on notera assez rigolo qu'il y a quand même il y a col bleu, enfant, soldat, politicien, vagabond et compagnie, et il y en a un c'est étranger, outsider, où là le concept c'est tribal, 3e tiers-monde, communiste, musulman ou indien d'Amérique. Je trouve que c'est toute une époque, il y a aussi une catégorie punk, tant qu'à faire. Donc et un autre concept qu'ils ont aussi amené, donc bon les clans on va repasser, c'est fondamental, mais c'est des archétypes. En gros, vous pouvez doter, si vous le voulez, votre personnage d'une nature et des manner, donc une conduite. En gros, la conduite, c'est juste la façon dont ça n'a pas d'impact sur le jeu, c'est comment se joue votre personnage. Et la nature, c'est qui il est. Et la nature vous permet, si vous agissez concrètement par rapport à votre nature, vous gagnez des points, ça vous permet de regagner des points de volonté. Donc, par exemple, un architecte, s'il arrive à construire quelque chose bâtir ou construire une œuvre qui dure longtemps, il gagne des points de volonté. Le monstre, plus il est suffisamment dépravé pour que ses petits camarades se disent « Ouais, dis donc, en fait, j'ai pas envie de finir comme ça », il gagne des points de volonté. Donc c'était rigolo, mais c'est pas non plus indispensable, on va dire, comme système. Donc on choisit les tribus, les compétences. Donc Zatcha se fait choper par les ennemis de son conjoint, qui est aussi un vampire, elle finit sous terre, torpeur, elle se réveille durant le Moyen-Âge. Les avantages, et voilà, grosso modo, la conception du personnage, c'est assez simple. Ensuite, on arrive vraiment à la chronique qui va être le scénario, en fait, simplement, où on donne un petit peu des éléments qui peuvent se passer pour le joueur. Il y aura plus d'éléments qui seront donnés pour le personnage plus tard, avec au niveau des choses qui sont données au maître du jeu. Là, c'est aussi essentiellement pour vous expliquer comment se passe le début en fait de votre personnage avant qu'on joue, donc dans les traditions, comment est-ce qu'il devient un vampire. On a tout un exemple sur 2-3 pages, ça c'était assez friand au début de jeu, c'est comment on joue avec les dés, les machins. On arrive sur le livre 2 qui est la fin, donc ça y est, notre personnage, le protagoniste a été transformé en vampire, qu'est-ce qui va se passer pour lui? On arrive vraiment sur le cœur du jeu, à savoir les traits. Donc les traits, ça va être la description de tout ce qui compose votre personnage, et on arrive évidemment aux clans. Donc les clans sont les fameuses lignées dont je parlais. C'est marrant, au début, ils intervertissent le terme entre lignée et clan, alors qu'après, ça a vraiment divisé, où on a donc les 7 clans qui composent, que vous pouvez jouer,
qui sont 7 clans qui dérivent chacun d'un individu différent, donc qui ont des traits différents, des faiblesses différents, et pour aller très vite, un aspect social différent dans le monde de Vampire la Mascarade, sachant que dans la V1, on fait partie d'une secte qui s'appelle la Camarilla, qui est grosso modo quelque chose qui cherche à imposer le statu quo et surtout à faire que les vampires restent invisibles aux yeux des humains, qui impose des choses qu'on appelle les traditions, qui sont des lois vampiriques. On y reviendra. Mais en gros, la principale à retenir, c'est la mascarade qui donne son nom au jeu, qui détermine le fait que des vampires doivent rester invisibles aux yeux des humains. Donc parmi les 7 clans qui ont accepté en fait le deal de la Camarilla et qui l'ont fondé, pour justement cacher leur nature au niveau des mortels, on va retrouver donc les Brujas. Donc les Brujas sont en gros basés sur les Lost Boys, donc Génération Perdue, avec Sutherland, Kiefer Sutherland, Michael, qui sont des petits fous, qui ont des blousons noirs, qui aiment foutre le boxon, mais qui sont très très proches de l'humanité, colériques, mais qui sont toujours prêts à s'investir pour une cause. Leur problème, c'est leur faiblesse, c'est qu'ils se mettent en colère très très facilement. Les gangrels, qui sont grosso modo l'aspect protéiforme de Dracula, donc c'est des vampires qui sont très proches de la bête, des bêtes, et qui préfèrent vivre dans la forêt concrètement, et qui sont des solitaires. Assez rigolo, à cette époque, on n'est pas encore sur un lien entre eux et les loups-garous, mais il y a un lien avec les gens du voyage, qui sera un grand classique de chez White Wolf. Bref, on y reviendra. Leur problème, c'est qu'évidemment, quand ils rentrent en frénésie, donc quand ils sont pris par la bête, ils ont un aspect animal qui va être marqué sur leur chair. Donc ils vont avoir des yeux rouges, ils vont avoir du poil sur les bras. Bref, c'est un peu, mais c'est moi. Enfin voilà, c'est peu les solitaires. Les Malkaviens, donc qui sont peut-être les plus emblématiques, donc ils sont fous. Simplement, ils sont complètement fous, mais de la folie vient une sorte de vision. C'est une reprise un peu de Renfield, de Dracula, donc ils ont ça va très très loin, on va pas dire que c'était très très subtil à l'époque, mais l'idée c'est que chacun a une folie qui est complètement unique, et donc ils ont l'air parfaitement normal 3/4 du temps, et des fois en fait il y a un truc qui pète. Il n'y a pas encore l'idée n'est pas encore mise dans la première édition d'une sorte de réseau mental qui lirait tous les Malkaviens, même si c'est subodoré qu'en fait ils ont une capacité d'être oracle simplement parmi les vampires. Ils ont aussi un lien qui est très fort avec les fées, qui est introduit dès le début ici dans la V1, qui va disparaître au fur et à mesure quand Achille va arriver et dire non, les Malkaviens c'est pas comme ça, ce qui à mon avis est une grosse bêtise, mais bon, passons. Les Nosferatu, qui sont basés sur Nosferatu, qui sont tous très moches. Leur malédiction, c'est qu'ils ont 0 en apparence, donc ils sont très très laids. Ce qui fait que ils brisent la mascarade quasiment automatiquement s'ils sont vus, donc ils se cachent ou ils se déguisent dans les égouts. Mais c'est les grandes oreilles, on va dire la Camarilla, ils entendent tout, ils savent tout. Et généralement, ironiquement, c'est les vampires qui sont quasiment les plus humains, en fait, puisqu'ils savent que c'est d'être un monstre, et ils arrivent à conserver quelque part une humanité par rapport à tout ça. Les Toréadors, qui sont un peu les inspirations Anne Rice, façon Lestat, donc obsédés par l'art, la décadence, qui peuvent devenir obsédés par l'art. Ils ont la capacité de se fondre très très facilement au sein de l'humanité, évidemment. Les Trémères, donc qui sont un joli pied de nez Ars Magica, parce que dans Ars Magica, les Trémères sont une des maisons de l'ordre d'Hermès, qui sont en fait des sorciers humains qui, à la fin du Moyen-Âge, donc on vous dit pas quel clan encore, mais qui ont en gros parasité un clan et qui l'ont gangréné pour devenir eux-mêmes des vampires, sous la direction de Trémère, qui était le chef de leur maison. C'est des magiciens qui ont un code extrêmement rigoriste organisationnel, mais ils ont un truc qui évidemment fait plaisir à tout le monde, c'est qu'ils peuvent tirer des boules de feu. Et ils ont une capacité qui s'appelle la thaumaturgie, qui est une discipline très particulière qui va avoir de nombreux abus au cours des années qui vont suivre la publication de ce livre. Ça va être rock'n'roll. En tout cas, c'est un des piliers de la Camarilla. Et ensuite, on a les Ventrus, évidemment, qui sont, disons, à tout seigneur, tout honneur, donc les chefs de la Camarilla, qui sont un peu les sangs nobles, qui dirigent la Camarilla, qui ont énormément de pouvoir et d'influence auprès des mortels, et qui cherchent un peu à... En fait, ils ont une politique, c'est qu'ils n'ont rien à foutre de l'humain, mais l'humanité, par contre, c'est très très important pour eux, et donc ils ont vraiment envie de gérer les humains du mieux qu'ils le peuvent, un peu comme des gardiens. Et on a les Caitives, qui sont pas un clan, qui sont en fait les vampires un peu bâtards, qui n'ont jamais été réclamés par un sire, qui ont été laissés à l'abandon. Donc ils ont accès, leur grande force, c'est qu'ils peuvent avoir toutes les disciplines que vous voulez. Ils n'ont pas de discipline de clan particulière. Par contre, ils ont un problème, c'est qu'ils sont considérés comme des parias au sein du monde vampirique. Donc les archétypes, je passe. Donc on passe sur la deuxième histoire de la petite BD, c'est qu'en gros, de nos jours, il y a un jeune photographe qui ressemble comme de gouttes d'eau à l'ancien époux
de Zatcha, et elle va tomber amoureuse de lui, elle va le transformer en vampire. Et donc on passe sur, les dessins changent souvent, là c'est Judge Tim Brooke, donc qui a un dessin très manga, qui va devenir vraiment l'un des mecs les plus importants dans l'identité graphique de Vampire la Mascarade, mais aussi de Loup-Garou l'Apocalypse, j'en passe des meilleurs. On va se taper des barres et des barres, donc toutes les caractéristiques, les compétences vont être données, hein, simplement, c'est pas très très intéressant, donc je pense que je vais passer. On arrive aux disciplines, donc qui sont les pouvoirs vampiriques, et qui sont aussi le reflet, disons, d'un jeu plus orienté sur le côté super-héros, et c'est des disciplines qui vont devenir un peu iconiques pour les gens qui vont essentiellement jouer à Vampire, sachant qu'il y en aura plein d'autres qui vont arriver. Ça va être un peu aussi quelque part le problème de Vampire, c'est que plus il y aura de suppléments parce que les suppléments sont la manière dont White Wolf va se faire beaucoup d'argent, et plus il y en aura mais des trucs complètement pétés, voire complètement inutiles, qui vont à mon avis un peu dénaturer le jeu, puisque de base ces disciplines sont assez simples à comprendre et reflètent bien les clans, évidemment, qu'on peut considérer à plus ou moins juste valeur, comme d'habitude, hein, comme des classes de donjon. Mais on va très vite les voir. Donc donc il y a des trucs complètement pétés et des trucs qui sont assez finalement pas si balèzes que ça. Les grands classiques vont donc être donc les classes, il y a des disciplines de clans, c'est-à-dire qu'il y a des disciplines, quand vous créez un vampire, vous avez automatiquement 3 disciplines qui vous sont données pour chaque clan. L'idée, c'est que souvent, une des disciplines est la propriété, entre parenthèses, d'un des clans. En tout cas, ça l'est pour la Camarilla. Et il est très difficile d'apprendre des disciplines qui viennent d'autres clans. Ça coûte un peu plus cher. L'exception est faite bien sûr des caïtifs qui, eux, de toute façon, payent tout plus cher, mais peuvent prendre ce qu'ils veulent. Donc souvent, l'idée, c'est qu'on a souvent en fait une discipline mentale, une discipline physique et une discipline un peu spéciale. Donc les disciplines, on va voir ça très rapidement, hein. Thaumaturgie, j'en parlerai un peu plus tard, mais c'est un cas particulier qui ne concerne que nos amis Trémérés. Animalisme, donc les disciplines ont 2 niveaux. En fait, ont 2 systèmes. C'est-à-dire que généralement, c'est pas tout le temps le cas, mais les disciplines peuvent vous demander un point de sang ou ont un effet passif. Notamment les disciplines physiques vous permettent de booster, vous donnent des bonus. Par exemple, taper plus fort, plus de force et compagnie. Et quand vous mettez des points de sang dedans, généralement l'effet est décuplé. Ça dépend donc vraiment des disciplines. Donc la première, c'est animalisme, qui est plutôt le domaine des Nosferatu et des gangrels, évidemment. C'est la capacité, au début, en tout cas vraiment classique Dracula. Vous pouvez appeler des animaux, attirer les animaux, plus ou moins donc leur parler, les invoquer. Et petit à petit, en fait, les commander. Donc ça va, c'est marrant parce que c'est un pouvoir qui m'a toujours semblé, c'est une discipline qui m'a toujours semblé assez faible en fait, parce que finalement, dans le grand ordre des choses, c'est pas grand chose de devoir dépenser 3 points de discipline pour contrôler plus ou moins un animal par rapport à ce qu'il y a en face. En général, c'est un peu faiblard. Après, il y a là où ça devient plus intéressant, plus violent, on va dire, si on est toujours sur une échelle de pouvoir. C'est à haut niveau où donc on peut prendre possession d'un animal, mais surtout le niveau simple qui est extrêmement violent, qui est le The Roving Beast, donc c'est la bête en éveil, c'est que vous pouvez contrôler la bête de quelqu'un, donc soit la vôtre, soit la balancer en fait sur d'autres personnes, ce qui fait qu'en fait c'est extrêmement violent puisque vous pouvez déclencher des frénésies sur quelqu'un, ou des animaux, ou des humains même, qui sont pas censés avoir de bêtes, sachant qu'évidemment le fait de bouger la bête est un problème parce que c'est ce qu'on vous dit aussi, c'est que en fait les vampires ne peuvent pas vivre sans bête. Donc si vous prenez la bête de quelqu'un et vous la retirez de cette personne, effectivement le vampire n'aura plus de frénésie, il n'aura plus de problème d'humanité, mais en fait petit il va se laisser mourir parce qu'il n'aura plus du tout d'instinct pour vivre. Et ça c'est un élément qui est assez fondamental et quelque part ironique, c'est qu'en fait on vous dit pendant tout le jeu que la bête c'est mal et compagnie, mais en fait si vous lisez entre les lignes, c'est que c'est plus un aspect, disons, de yin et yang, où la bête doit cohabiter avec l'humanité, et c'est ce qu'est Golconde, en fait, on va y revenir, une sorte de quiétude pour la bête, parce que sans la bête, en fait, le vampire peut pas vivre, puisque la bête, quelque part, c'est la malédiction de sang qui a été imposée sur Cain, et fait partie de l'essence même du vampire, sinon vous jouez pas un vampire. Auspex, donc Auspex, c'est la grosse discipline de détection,
qui vous permet d'améliorer vos sens, comme dans la vieille série de Sentinelle, qui vous permet de voir les auras. Alors ça, c'est un grand délire, les auras de vampires, où techniquement, vous pouvez lire les auras des personnes en face de vous pour savoir si c'est des vampires, des humains, quelle est leur condition mentale. Et il y a un autre truc aussi, c'est qu'elle vous permet donc vous pouvez détecter aussi les créatures, les loups-garous, les mages, parce qu'ils ont des signatures, ça dépend, mais qui peuvent cacher, mais souvent qui sont particulières. Et il y a surtout un truc qui vous est pas dit, j'ai l'impression, là, encore pas à ce niveau-là, je le lis vite fait. En fait, il y a le truc le plus violent de la lecture d'aura, c'est pas tellement de connaître les émotions de quelqu'un, c'est de détecter la diablerie. Puisque quand vous bouffez un autre vampire, vous avez des taches qui apparaissent sur votre aura, des taches qui vont durer, je crois, autant d'années ou autant de mois qu'était puissant le vampire. Ce qui fait qu'en fait, c'est très très facile de détecter quelqu'un qui a fait une diablerie. Alors évidemment, White Wolf étant White Wolf, il y aura plus tard des rituels de thaumaturgie qui seront accessibles pour cacher les marques diablerie, mais bon. Et là, c'est pas trop fait le cas encore au tout début du bouquin de base, donc c'est intéressant de voir les évolutions qui vont apporter. Encore une fois, je trouve que le grand intérêt de faire ça chronologiquement et de passer les livres avec vous, c'est parce que justement on peut voir qu'est-ce qu'il y a, comment les idées à la base des designers, puis leur évolution. Bon, la psychométrie, la télépathie et la projection astrale, qui est encore un truc un peu YOLO-walou, pas trop établi, parce qu'il n'y a pas vraiment... ça se base essentiellement encore sur des idées d'Ars Magica, il n'y a pas encore l'idée du voile, il n'y a pas encore l'idée du monde spectral, donc c'est juste une espèce de monde astral autour de vous. Il faut faire attention, vous avez une corde d'argent, il ne faut pas disparaître. Et bien sûr, vous ne pouvez pas utiliser vos autres disciplines. Alors, la célérité, donc on arrive sur les disciplines dites physiques, il y en a 3, il y a célérité, je crois que c'est fortitude en anglais, qui est endurance, quoi, et potence, donc qui est puissance, la force brute. Donc la célérité, c'est pour aller très très vite. Et le principe, c'est qu'en fait, pour chaque point de célérité que vous avez, ça vous permet potentiellement d'avoir une action supplémentaire. Donc c'est très 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 violent. Et en fait, vous pouvez diviser donc en gros, vous avez une poule de dés, donc vous avez 4, 5 dés qui représentent votre attribut plus de votre compétence, généralement combat. Et après, vous pouvez commencer à diviser en gros votre dé, les actions qui vous sont données avec célérité. Donc c'est pour dire je fais plus ou moins d'actions différentes, mais vous êtes limité en fait par votre niveau de célérité. En plus, évidemment, quand vous faites vous pouvez faire des actions supplémentaires, il faut dépenser du sang. Et là, c'est là où ça devient vraiment un gros problème pour moi, c'est que célérité, c'est quasiment les combats sont un peu chiants et un peu longs dans Vampire, on va pas se mentir, surtout dans la première édition. Il y aura des améliorations qui seront proposées notamment donc sur la V20 et surtout essentiellement dans la nouvelle version de Vampire qui est le Requiem, qui n'est plus la Mascarade. Mais c'est en gros, si vous avez célérité à 3-4, vous pétez tout parce que vous êtes très très rapide. Vous agissez 3 fois alors que les autres vous regardent un peu le train passer. Et c'est un cauchemar parce que ça dure des heures et des heures et des heures. Domination, c'est vraiment c'est le côté... Oui, c'est comme son nom l'indique, la domination mentale telle qu'on peut l'avoir dans l'œuvre de Bram Stoker, à savoir que c'est plutôt en général l'apanage, mais pas que en tout cas à l'époque, c'est les Ventrus et un peu les Malkaviens. Ça permet de donner des ordres, de commander et de contrôler en fait des humains, mais aussi des vampires qui sont de plus haute génération que soi. Donc c'est là où évidemment le jeu, c'est d'avoir la plus basse génération, parce que comme ça vous êtes sûr que vous pouvez contrôler des vampires en face. Et éventuellement, vous pouvez effacer leur mémoire, donc ça c'est assez vénère. Fortitude, c'est encore une fois une compétence physique très très vénère qui vous permet, donc déjà vous avez en fait ça augmente votre armure, votre résistance aux dégâts, mais en plus ça vous permet d'absorber, parce qu'en fait j'en ai pas parlé, mais les vampires peuvent absorber les dégâts, donc les bourre-pifs, les couteaux, les balles, donc on appelle les dégâts contondants et les dégâts perforants, je crois, ou tranchants, j'ai plus ce qu'ils appellent les létaux, donc ce qui peut tuer un humain. Ça, ils peuvent le régénérer, il n'y a aucun souci. Mais il y a une troisième source de dégâts qui s'appelle les dégâts aggravés, qui eux sont en fait les dégâts anathèmes qui sont les dégâts anathèmes en fait à la race de créatures que vous jouez. Donc les loups-garous, c'est l'argent, les fées, c'est le fer froid. Les Wraiths, je sais plus, je crois que c'est les armes qui sont faites avec de la gauze, donc avec un autre fantôme, quoi, pour aller vite. Et là, en fait, du coup, les vampires, ils peuvent, s'ils prennent des griffes ou des crocs, notamment le loup-garou, ou du feu,
ils prennent de la gravée. Et la gravée, c'est quasiment impossible à endurer. En fait, vous n'avez pas de jet de résistance en fait pour le supporter, sauf si vous avez Fortitude qui vous permet d'endurer ce type de dégâts. Donc ça la rend extrêmement importante comme compétence. Obfuscate, qui est pas si pété, mais qui est vraiment la compétence classique des Nosferatu. Donc concrètement, c'est se cacher, devenir invisible, cacher les autres. Voire changer de visage en se faisant des masques, c'est des illusions tout simplement. Donc potence, puissance, c'est pour cogner plus fort et faire très très mal physiquement. Présence, qui est un peu le pendant, donc autant la domination c'est l'apanage des ventrus, autant présence c'est plutôt pour les broujas, donc c'est pour capter l'attention des autres, l'auditoire, changer leurs émotions, et donc en gros c'est pour haranguer les foules, pour aller très très vite. Voire les amener jusqu'à vous, donc c'est assez puissant, mais un peu plus subtil quand même que domination. Protéane, donc je crois que c'est protéisme en français, c'est l'apanage plutôt des gangrels, c'est la c'est la transformation physique en fait du vampire, avec des yeux rouges qui lui permettent de voir dans le noir, les fameuses griffes de loup, qui est le pouvoir le plus pété du jeu, à savoir qu'en fait ça transforme vos mains en griffes, ce qui permet, les griffes, rappelons-le, font de la gravée. Donc vous imaginez bien que quand vous commencez à cogner avec ça, ça fait très 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 mal. C'est assez vénère, évidemment, et c'est qu'un pouvoir discipline niveau 2. Donc les gros builds peuvent très vite, rapidement, voir les combinaisons se faire dans leurs petits esprits. Ensuite, donc il y a Fusion avec la Terre, qui est un grand classique, qui vous permet de vous cacher dans la Terre et donc d'éviter le soleil et de vous mettre en torpeur tranquillement. La forme de la bête, qui vous permet de vous transformer en loup ou en autre animal, et la forme de brume, qui vous permet, comme Dracula de Bram Stoker, de vous transformer en brume et de passer à travers les murs. La thaumaturgie, qui est le truc un peu fourre-tout que j'ai jamais, je suis pas très fan. En général, j'aime bien les Trémérés les Trémères dans ce qu'ils incarnent, c'est-à-dire vraiment l'espèce de côté extrêmement anal de magiciens qui croient tout savoir, qui pensent être très intelligents et qui évidemment se font complètement rouer dans la farine, dans le métaplot et de manière générale, puisque c'est un système byzantin dont personne ne sort gagnant. Mais j'avoue que la magie, ça me saoule très très vite dans beaucoup de jeux, sauf Mage Ascension, bien sûr. Et donc là, l'idée, c'est que vous avez deux types vous avez la thaumaturgie et les rituels. Les rituels vont du niveau 1 au niveau 5, ils prennent un petit peu de temps à faire, et généralement, c'est des effets assez plus ou moins violents. Donc par exemple, protéger votre sanctuaire, donc votre haven, donc c'est là où dort le vampire durant le jour. Donc vous mettez une sorte d'alarme dessus. Ça peut être un qui vous permet de vous réveiller très très tôt, parce qu'en fait l'idée c'est que moins vous avez d'humanité, plus vous avez du mal à vous lever le matin. À l'inverse, plus vous avez d'humanité, plus vous êtes rapide, donc ça fait qu'en gros, vous avez du mal à sortir de votre léthargie, et cette léthargie, évidemment, vos adversaires peuvent en profiter. Donc avec ce rituel, on s'en fiche que vous ayez une humanité basse, vous levez, il n'y a pas de problème. Communiquez avec votre sire, donc ça c'est... au début, ces rituels sont pas très puissants en soi, mais plus ça va avancer, plus ça va être vénère. Donc là, les plus balèzes, par exemple, c'est essentiellement éviter de se faire... Enfin, si on vous met un pieu dans le cœur, en fait, le pieu glisse et votre cœur bouge. Donc comme ça, vous faites pas perforer. Ensuite, on a les voix. Donc c'est là où ça devient compliqué. Les voix sont en gros des sous-disciplines. Donc c'est comme des disciplines que vous payez, c'est le même coût. Ça va de 1 à 5. Et c'est particulièrement violent. Alors heureusement dans celui-là, ça va, ils sont un peu soft. En gros, il n'y a que 4 voix. Il y a le goût du sang. Donc vous touchez du sang et petit à petit, vous pouvez avoir des informations sur celui qui a le sang, éventuellement le contrôler, donc faire comme des poupées vaudou. La voix des flammes, donc ça c'est le grand classique, c'est vous commencez à créer des flammes avec vos mains. À la fin, vous faites des braseros et des boules de feu. Et je vous dis, c'est extrêmement violent. Alors ironiquement, j'ai l'impression que ça fait pas de jet de... Je crois qu'on n'a pas besoin de faire de jet de courage quand on est celui qui crée les flammes, donc c'est plutôt cool. La télékinésie, donc c'est bouger des objets à distance, et le contrôle du temps, donc le contrôle du climat, pour faire de la brume, voire des éclairs. Et oui, c'est le grand appel de la foudre comme le druide à donjon. Donc je suis pas... Mais en tout cas, à cette époque-là, on peut dire ce qu'on veut, mais ça tient, la thaumaturgie tient en 2 pages, ce qui est agréable quand on va comparer, on va arriver sur la fin de la gamme où... Vous allez voir, je pense que si j'arrive à finir la série de A à GN, on arrivera sur la fin, sur les livres de thaumaturgie, où là, je pense que je vais m'endormir tellement ça m'incombe, je trouve ça nulos. Donc les backgrounds, qui sont un truc que j'ai toujours beaucoup aimé, en fait, qui sont des avantages qu'a votre personnage, donc comme j'en ai déjà parlé, qui constituent, en fait,
son arrière-plan, en fait, c'est-à-dire que ça tape sur qui il est, ou en gros, ça vous ce qui est vachement bien, c'est que ça vous donne un avantage, mais ça vous permet aussi, donc c'est le joueur qui choisit, mais ça vous permet aussi de constituer quelque part l'histoire de votre personnage. Parce que si vous dites, mon personnage est très très riche, comment est-ce qu'il est devenu riche? Mon personnage a des contacts, les contacts, il faut les établir, et ainsi de suite. Donc l'allié, c'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter de manière usuel, qui va, sauf nonobstant, quasiment faire beaucoup de choses pour vous. Les contacts, c'est pas des alliés justement, c'est juste des gens qui vous donnent des informations dans un domaine particulier. La célébrité, donc ça c'est assez rigolo parce que quand on est vampire, techniquement on est censé imposer la mascarade, donc ça fait vraiment chier beaucoup d'anciens et de vampires, c'est que vous êtes connus parmi les humains. La génération, j'en ai déjà parlé, c'est si vous êtes un gros bill, vous allez la monter à 5, ce qui fait qu'en fait plus vous avez l'arrière-plan génération, plus vous êtes balèze. Et on rappelle que plus votre génération est basse, plus vous avez de sang, donc vous avez plus de 10, vous avez 12, vous pouvez dépenser plus de points de sang en un tour, c'est dur. Donc Herd, c'est votre cheptel, c'est des humains qui sont prêts à vous donner leur sang, donc c'est très pratique. L'influence, c'est votre influence politique. Le mentor, c'est pas forcément, mais c'est souvent votre sire. Et c'est sa puissance. Quand on est à 5, c'est un Mathusalem, donc c'est un 4e, 5e génération, ce qui est extrêmement puissant. Les ressources, c'est l'argent. On notera avec délice l'inflation qui a eu lieu. Parce que $300 000, vous êtes hyper riche si vous avez 5 millions de dollars. Les retainers, donc c'est plus des Alfred, en fait, c'est des ghouls, c'est des gens qui sont là pour vous filer des coups de main, qui vont s'exécuter pour vous, c'est des serviteurs. Et enfin, le statut, c'est votre statut au sein de la discipline de la cité vampirique, donc où ça va très très loin, mais bon, c'est un peu particulier si vous êtes censé jouer des nouveaux venus, parce que le pitch du jeu, c'est quand même, en théorie, de base, vous jouez des nouveaux vampires. Les vertus, donc j'en ai déjà parlé, c'est les contre-coups en fait pour résister à la bête. Il y en a 3. Donc on a la conscience, quand on tue quelqu'un, on fait quelque chose de moralement répréhensible. Le contrôle de soi, quand on prend une insulte ou un camouflet pour pas que la bête attaque. Et le courage, quand vous êtes face à des flammes, simplement, ou la lumière du soleil. L'humanité, c'est vraiment le cœur du jeu. C'est à mon avis à la fois la plus belle idée et la pire idée de Vampire la Mascarade. Vous avez un compteur qui va de 1 à 10, qui est basé... plus vous en avez, mieux c'est, concrètement. Plus vous en avez, plus vous êtes humain. Et évidemment, tout le pitch du jeu, c'est que puisque vous avez une bête en vous, qui des fois va prendre le contrôle, il y a forcément un moment dans votre histoire en tant que vampire, au fur et à mesure des années et des siècles, où vous allez commencer à glisser. C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous allez faire une erreur, vous allez vous nourrir sur un humain et vous allez le tuer. Parce que vous êtes affamé, vous allez faire des actions moralement répréhensibles, et il y a un moment, en fait, à chaque fois que vous faites une action qui est moralement répréhensible, qui est, qui correspond à une échelle de valeur dans vos péchés, parce qu'en fait, chaque niveau d'humanité inclut une sorte d'échelle de c'est pas bien, donc vous imaginez bien que si vous avez 2 points d'humanité, tuer quelqu'un, clairement, ça ouvre pas grand-chose. Par contre, si vous avez 10 points d'humanité, voler, c'est répréhensible. Et donc, ça veut dire que, normalement, dans le système du jeu, quand vous êtes face à un échec, quand vous commettez un acte répréhensible qui correspond, en fait, au niveau où vous êtes, donc évidemment, plus vous êtes d'humanité, plus il y a d'actes moralement répréhensibles qui vous peuvent faire des jets. Vous devez faire un jet, en fait, de dégénérescence, donc, en fait, un jet de conscience, et si vous le ratez, vous perdez un point d'humanité. Et donc, la grande idée, c'est que, en tout cas, dans l'histoire du jeu, les vampires, à moins qu'ils fassent de très très gros efforts, vont forcément perdre de l'humanité. Parce que c'est la règle du jeu, parce que justement, puisque vous êtes dans le djihad, puisqu'il y a des anciens qui vous manipulent, puisque vous essayez de préserver votre statut, puisque vous essayez de pas mourir, il y a forcément un moment où vous allez faire des choix, il y a forcément un moment où vous allez faire des concessions, et l'idée c'est que en fait, ces concessions-là vont forcément vous amener un moment à faire des erreurs morales, et faire qu'en fait vous allez devenir plus monstrueux que vous êtes. Et même les meilleures intentions du monde, même les petits jeunes vampires, en plus vont perdre toutes leurs attaches à l'humanité, puisque en gros, au bout de 100 ans, toutes les personnes qu'ils connaissaient vont mourir. Donc ils auront moins en moins d'attaches à l'humanité et vont peu à peu se tourner vers les jeux du djihad ou des passions qu'ils ont en fait, qui sont des passions assez étranges, parce que concrètement, ce qu'ils expliquent très très bien, c'est que quand vous êtes un vampire, vous levez tous les soirs, vous passez 1 heure à chasser, et vous avez 8 heures à vous faire chier. Donc il vaut mieux que les vampires, et c'est peut-être l'ironie aussi, c'est que quelque part, on peut imaginer que le djihad, donc l'espèce de guerre intergénérationnelle entre les vieux, les anciens, les jeunes, le sabbat, la camarilla, et quelque part...
est-ce que c'est pas une façon pour les vieux vampires qui s'ennuient en fait de passer leur siècle? Et moi j'ai toujours beaucoup aimé cette théorie personnellement, et qu'en fait quelque part, on va y revenir, mais l'idée de Golconde, donc qui est une sorte de rédemption, serait qu'en fait c'est juste qu'en fait les vampires doivent accepter leur propre hypocrisie et se tourner vers une quête de méditation intérieure pour justement sortir de ce cycle. Et c'est assez drôle parce que finalement l'humanité, on le rappelle, Mark Reinhagen, c'est quelqu'un qui a été assez impacté par son éducation, assez religieuse, et donc le crux du jeu est quand même très inspiré par la Bible, l'Ancien Testament, et de manière générale, pour aller vite, l'héritage judéo-chrétien, alors que concrètement, l'idée de Golconde, justement, pour moi, est plus basée sur... Enfin, quelque part, le jeu a aussi une grosse touche... pour aller vite, bouddhiste, parce que l'idée c'est que vous devez sortir du cycle de haine, de violence, et pour vous construire sur vous, parce que tout ce qui fait l'univers du vampire, qu'on va vous décrire, la société, etc., qui arrive, c'est une illusion. Et que Golconde, finalement, qui pourtant est le truc le plus... quelque part, qui est le moment où vous arrivez à accepter votre nature vampirique, et donc de calmer la bête, et le seul moyen, c'est de sortir vraiment du monde séculier. Donc ça, c'est assez rigolo. En attendant, l'humanité donc a beaucoup d'avantages. Quand vous en avez beaucoup, vous levez tôt. Quand vous êtes en torpeur, vous sortez très rapidement de torpeur. Et finalement, en fait, les humains, ça se passe beaucoup mieux avec les humains, en général. Parce que si vous avez une humanité basse, les humains inconsciemment le sentent, et du coup, ça crée des problèmes. Et je rappelle aussi que les loups-garous n'aiment pas ils aiment pas les vampires, et ils aiment encore moins les vampires avec très peu d'humanité. La volonté, donc, qui est un peu les points gimmicks pour vous aider, en fait, c'est l'espèce de... C'est la méta-monnaie, donc comme les points de destin à Warhammer, qui vous permettent, en fait, de... Vous les dépensez, ça revient... Il y a du temporaire, du permanent, et ça vous aide en fait quand vous avez des petits soucis. Si vous êtes fou, ça vous permet de bloquer une crise de folie. Si vous avez des échecs, ça vous permet d'avoir un succès et de résister à la bête. Donc c'est très 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 utile. La banque de sang, enfin vos points de sang, les niveaux de santé qui existent. Ensuite, donc, on a encore un petit texte où on va passer sur... c'est juste pour faire joli. On arrive sur l'évolution de votre personnage. Donc, le système est assez simple. Vous avez... à chaque fois, vous devez payer un certain niveau... Enfin, vous devez payer le niveau auquel vous voulez arriver. Donc, si vous êtes au niveau 3, vous payez pour arriver au 4. Et il y a un facteur de multiplication qui se fait par rapport au coût. Donc, c'est beaucoup plus cher d'augmenter un attribut ou une discipline qu'une compétence. On arrive, les augmentations, c'est pas hyper intéressant en soi, mais il y a des choses possibles, et je crois, alors je sais pas, c'est pas encore à affirmer, mais que quand vous les dépassez niveau 5 d'attributs, donc on va en reparler, ce sera dans le côté grobilisme, dans les futurs compléments, vous êtes obligé de diableriser un autre vampire, sinon c'est pas possible de dépasser ça. Donc les blessures, j'en ai déjà parlé. La frénésie, donc ce qui peut la provoquer, comment y résister. Donc en gros, il y a 3 types, c'est la colère, la faim et la peur, qui peuvent sortir la bête. On a une illustration particulièrement dégueulasse de la petite histoire. Donc un exemple de frénésie. Les troubles mentaux qui sont... c'est pas très très bien, enfin c'était... Encore une fois, on est vraiment en 91, donc il y a des bonnes idées, mais ça repompe énormément l'appel de Cthulhu. Et puis c'est pas très très subtil, vraiment l'utilisation, disons, c'était une autre époque, disons, dans la gestion et la compréhension de la maladie mentale, donc c'est pas forcément... Donc en gros, vous avez... si vous ratez trop de jets, que vous bouffez trop de frénésie, vous chopez une maladie mentale qui est liée en fait à la source de trauma que vous avez eu. Donc l'humanité, j'en ai déjà beaucoup parlé, avec la fameuse échelle des péchés. Donc vous voyez, si vous êtes 10 d'humanité, c'est littéralement, vous écrasez une mouche, vous devez faire un jet de dégénérescence, alors que quand vous êtes à 2, il faut vraiment tuer quelqu'un pour que ça soit un jet de conscience, et à 1, il faut vraiment, vraiment, vraiment y aller, sachant que, donc, je rappelle, vous tombez à 0, c'est game over, vous changez de perso. Mais quand vous arrivez généralement, quand vous commencez à arriver à 3, ça pue vraiment beaucoup. La majorité des vieux vampires entre 4 et 5, s'ils suivent les préceptes, évidemment, de la Camarilla. Golconde, ça y est, on y est. Donc Golconde est une quête spirituelle que vous pouvez déclencher que si 1, c'est l'intérêt de votre perso, 2, le MJ ça l'intéresse, on va pas se mentir, que 3, vous avez 7 ou plus d'humanité, et à ce moment-là, c'est un peu comme la quête du Graal, vous allez avoir ce qui s'appelle le suspire, qui est une sorte de quête intérieure qui va se passer, qui est très 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 mystérieusement, qui rappelle beaucoup le harrowing,
qui est l'équivalent chez les fantômes, donc chez les wraiths, à savoir une sorte de rêve ou de quête hallucinatoire que vous devez réussir, et vous avez droit qu'à un seul essai. Donc généralement, vous pouvez pas la refaire si vous tombez dessus, et si vous la réussissez, vous devenez, félicitations, vous rentrez dans le Golconde. Ça vous permet donc de contrôler la bête, ça veut dire qu'en gros, vous ne dépensez plus, je crois, qu'1 point de sang quasiment toutes les semaines, au lieu de tous les jours, et vous n'avez plus de frénésie, quoi, simplement. Donc c'est assez fou. Sachant qu'évidemment, il y a un autre concept politico-politicard, c'est qu'en tout cas, à ce niveau-là du jeu, ça va évoluer plus tard dans l'évolution de la gamme, que les gens qui sont rentrés dans le Golconde aident les autres à rentrer dans le Golconde, et ont formé, et surtout les très très vieux vampires, ont formé une organisation qui s'appelle l'Inconnu, que tout le monde regrette, dont tout le monde est effrayé, parce qu'en fait, ils sont hors du jeu politique, ils sont hors du djihad, et surtout, ils sont méga gros billes. Donc, faut vraiment pas les saouler, et même le Sabbat, qui essaie de faire le malin en général, fait pas trop le malin. Et on a un truc qui a été complètement chanté dans les futures éditions, et vous allez voir, parce que c'est lié à la petite histoire qu'on va avoir là, avec Shelza et Kyle, là, le pauvre petit gars qui va se faire transformer en vampire, c'est redevenir humain, qui est quelque chose qui a complètement disparu, où on vous dit que potentiellement, si vous tuez assez rapide, si vous êtes un jeune vampire et que vous arrivez à tuer votre sire, vous pouvez redevenir humain. Si vous vous sacrifiez de manière complètement comme un martyr aussi pour une bonne cause, vous pouvez redevenir humain. Bon, vous mourrez, par contre, c'est fini. Il y a des rituels qui existent qui vous permettent de redevenir humain. Ça, on en reparlera parce que ça va être le crux l'un des tout derniers suppléments qui est nul à chier, qui s'appelle le signe rouge. Mais voilà, il y a un peu cette idée où peut-être qu'avec le Golconde, on peut redevenir humain. Donc c'est assez... c'est rigolo. Moi, je trouve ça pas bête. Je trouve ça pas... Ça me choque pas, en fait. Et je suis presque triste qu'ils aient retiré ça. Mais évidemment, ça n'allait pas avec l'esthétique gothic punk / grimdark / edgy années 90. Donc je peux comprendre pourquoi, pour des raisons éditoriales, il a retiré. La diablerie, donc on vous explique le principe. Vous chopez un autre vampire, vous lui cassez la gueule, vous le croquez, donc vous lui drainez tout le sang. Et à la fin, vous avez un très très gros jet difficulté 9, donc c'est vraiment dur pour lui drainer son âme. Et si vous y arrivez, félicitations, vous pouvez potentiellement baisser votre humanité, augmenter vos stats, vos attributs, par contre, forcément, vous faites un jet d'humanité. Le lien du sang, donc ça c'est au cœur du jeu, mais c'est toujours un système que je trouve un peu complexe. Donc le principe, c'est que si jamais vous buvez du sang d'un autre vampire, je crois, mais je peux dire des bêtises, il me semble que ce vampire doit être de génération plus basse que vous, sinon ça marche pas, ou de équivalente. Vous avez une sorte de lien empathique qui se crée. La première fois, vous avez des émotions pour lui. La deuxième fois, ça commence à être très très fort. Et la troisième fois, en fait, vous êtes, entre parenthèses, son esclave. Vous êtes son esclave dans le fait que vous pouvez plus lui vouloir de mal, vous pouvez pas tenter de le tuer. Vous avez le droit d'avoir des sentiments négatifs, mais en général, vous avez des sentiments très positifs à son égard, et surtout, s'il vous donne des ordres, s'il vous appelle, vous êtes obligé de répondre. Donc en gros, c'est une sorte de domination permanente, qui est extrêmement violente. C'est au cœur de l'histoire du jeu, puisque l'idée, c'est que les anciens, durant l'âge sombre, donc le Moyen-Âge et avant l'émergence de la mascarade, avaient ce système, faisaient souvent, ils liaient par le sang leurs enfants. Comme ça, ils étaient sûrs que leurs enfants suivraient leurs ordres, et c'est comme ça qu'ils les envoyaient au casse-pipe pour se faire buter. Et l'idée, c'est qu'il y a que deux manières de casser il y a que deux manières, en fait, entre parenthèses, de couper le lien du sang. Donc, soit c'est de tuer la personne, de tuer la personne qui nous a mis en esclavage. Mais c'est très compliqué parce que techniquement, vous n'avez pas le droit de tenter de la tuer. Donc, il faudrait que vous ayez un pote qui le fasse à votre place. Bonne chance. Ou alors, vous restez suffisamment loin pendant suffisamment longtemps de la personne qui vous a lié par le sang, et à ce moment-là, le lien va disparaître, mais ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et il y a une troisième solution, qui est évidemment celle qui est préconisée par beaucoup de gens. Il y a, durant le mouvement anarque, donc ce qui a préfiguré le sabbat, et la fin, en fait, de l'Inquisition, il y a une sorte de rituel qui a été mis en place. On a découvert ce qui s'appelle la volderie, qui est lié au sabbat maintenant, qui permet, en fait, quand un groupe de vampires mélange leur sang, via un rituel col d'unique, donc on y reviendra, ne vous inquiétez pas, on peut casser le lien du sang, puisqu'en fait ça crée un lien du sang qui est extrêmement diffus entre tous les membres de la coterie, donc du pack, comme ils appellent ça chez le sabbat, et c'est comme ça en fait que les jeunes vampires se sont rebellés durant l'Inquisition, et ont commencé à tuer tous les vieux vampires. Ce qui a abouti à la destruction de plusieurs antédiluviens, et aussi à la formation du sabbat. Mais ça, on y reviendra, là pour l'instant le texte n'en parle quasiment pas.
Donc la création d'un vampire, on a déjà parlé, les ghouls, où c'est des humains auxquels vous donnez du sang. Le sang leur permet d'avoir des toutes petites disciplines vampiriques. Par contre, ils sont accros, et s'ils dépassent, entre parenthèses, l'espérance de vie humaine, ils ont des problèmes s'ils n'ont plus de sang. Bon, ça c'est vraiment les règles pour vous expliquer, les tours, machin, les actions multiples, comment se déroule un combat, comment se déroule une initiative, les différents types de jets que vous pouvez faire. C'est très très simple. Encore une fois, la grande force de Vampire la Mascarade, c'était de proposer vraiment un système que tout le monde pouvait comprendre assez aisément, même s'il était très très perfectible par beaucoup d'aspects. On a KMG, donc lui c'est ce dessinateur qui fait essentiellement de l'aquarelle. Il s'appelle KMG, donc je sais plus son nom complet, mais c'est un type, c'est rigolo parce qu'il va être du premier livre de White Wolf au dernier. Donc Orpheus, il sera là. C'est vraiment un vieux briscard de la team qui va rester. Son style va pas trop évoluer, c'est assez marrant, c'est l'un des rares, comme beaucoup de mecs chez White Wolf, il va un peu rester sur son panel, mais je crois que c'est vraiment un mec qui préfère dessiner des décors que des personnages, et c'est un peu dommage, il a jamais vraiment pu faire ça, enfin c'est assez rare quoi, ce qui est dommage pour lui. Donc vous avez plein d'exemples de comment quand vous chassez, c'est des exemples simplement de furtivité, comment ça marche. Je trouve qu'il y en a un peu beaucoup, c'est pas forcément utile. Une fois que vous avez compris le système, ça va tout seul. Sachant que c'est la difficulté et le nombre de succès qui détermine, grosso modo, à quel point vous avez réussi. Bon, le combat, c'est assez... donc les armes sont sur une base de force, plus le bonus qui vous est donné. Pareil avec les couteaux. Il y a pas vraiment, c'est pas très intéressant. Ça, c'est un grand truc de White Wolf. Il y aura toujours plein de tables avec toutes les armes qu'on peut imaginer. J'imagine qu'ils ont quelques fans de flingues parmi eux parce que des fois on a l'impression d'être dans Shadowrun tellement il y a description de tables d'armes. J'ai l'impression que c'est un peu un reliquat des années 80. Et c'est pas ma passion, vraiment très honnêtement, c'est pas mon délire, avec le nombre de balles qu'il y a dans le chargeur, la capacité de le cacher sur soi, enfin bon bref. Puis surtout pour les vampires, ça a pas trop de sens, parce que finalement, vu qu'ils peuvent très facilement soigner leurs blessures, et que le combat reste c'est pas vraiment une bonne idée dans Vampire, sauf parce que déjà, ça prend beaucoup de temps, et deux vampires qui se foutent sur la tronche, ça peut durer très très longtemps. Les humains, généralement, ils tombent très rapidement par terre. Donc bon voilà, c'est encore une fois que mon opinion elle vaut ce qu'elle vaut. Donc les combats sociaux, les systèmes mentaux aussi. Donc ça va, c'est vraiment pas hyper intéressant, on va pas se mentir. Donc on a tout un exemple supplémentaire d'exemples de jeu en fait sur 2-3 pages. Donc on a l'histoire continue. Donc Cal s'est fait transformer en vampire et Sacha lui explique un petit peu comment on commence à devenir un vampire. Ça va très mal se finir. Enfin, on arrive vraiment à la troisième partie du jeu, qui est peut-être la plus intéressante quelque part, qui est sur la conception sociale du monde des vampires, de Vampire la Mascarade, sur le setting. Donc on vous donne l'idée de faire un monde qui évidemment se passe dans les années 90, mais qui est beaucoup plus sombre et cruel que notre monde à nous, même s'il était quand même déjà beaucoup. C'est l'esthétique gothic punk, ils n'ont pas encore mis en place le terme, mais l'idée c'est que tout est décadent, les zones pauvres sont encore plus pauvres, il n'y a quasiment pas de rayon d'espoir pour aller vite. Évidemment, vous jouez des vampires. On vous rappelle que les vampires sont liés dans les villes, puisqu'ils ne peuvent pas sortir dans les campagnes, parce que dans les campagnes, il y a quelque chose qui s'appelle ils appellent ça les changeants, ou plus tard les lupins. Nous, on les connaîtra sous le nom de loups-garous, donc ils sont des espèces de gros loups-garous qui, si vous êtes un vampire et que vous sortez dans la campagne, vous vous faites buter. Et ils sont très très violents, et il faut vraiment pas y aller. On vous dit que les vampires vivent essentiellement donc dans les villes. Généralement, on assume qu'il y a un vampire pour 100 000 mortels. Donc ce qui fait qu'il peut y avoir, que par exemple, une ville qui a 7 millions d'habitants peut avoir 70 vampires, ce qui commence à faire beaucoup. On verra que justement, dans l'exemple de certains By Night, notamment le Chicago By Night, ça va être très compliqué parce qu'il y aura beaucoup de vampires, et on dira oui, mais c'est parce que, justement, c'est pas un bon exemple. Et c'est souvent ça, c'est les exemples qui sont donnés par les concepteurs sont toujours des extrêmes pour créer du drama, pour créer de l'antagonisme, des conflits, ce qui est normal. Mais c'est rigolo de voir que très vite, évidemment, White Wolf ne va pas du tout suivre ces règles. Donc les distinctions sociales sont essentiellement liées à l'âge, c'est-à-dire que si vous êtes un caïtif, vous êtes en dessous de tout. Il y a ce qu'on appelle les autarkies aussi, qui sont l'équivalent des caïtifs, enfin qui sont aussi bien vus que des caïtifs. En gros, les autarkies, c'est des gens qui ont refusé le monde social des vampires, donc ils vivent généralement, ils vont vivre dans un bourg tout seul, très très loin de tous les autres vampires.
pour ne pas les confronter. Le problème d'être en autarkie, c'est que, bon, nonobstant que la solitude peut peser, c'est que, en fait, vu que vous n'existez pas dans le monde des vampires, techniquement, c'est open bar, n'importe qui peut venir vous buter et vous diableriser, puisque de toute façon, vous n'êtes pas censé exister et vous avez refusé la protection d'un prince. Les enfants, donc vous venez d'être créé par un vampire, vous n'avez pas encore été présenté au prince. Le néonate, donc c'est les nouveau-nés, je crois, qui sont une fois que les règles ont été apprises au bout de quelques mois, on vous êtes présenté devant le prince. Il ne faut mieux pas vous planter. Les anarques qui sont, donc ça dure à peu près 100 ans, donc les anarques qui sont les rebelles, pour aller vite, c'est un peu le truc bâtard que j'ai jamais trop aimé, c'est que c'est censé être les reliquats du mouvement anarque de l'Inquisition, donc la fin du Moyen-Âge, qui sont censés être antagonistes aux anciens, mais ils vivent quand même, ils respectent plus ou moins toutes les règles des traditions de la mascarade, et donc ils sont tolérés plus ou moins par la Camarilla. Essentiellement, c'est juste des mecs avec des vestes en cuir qui font de la moto. Les Ancillae, donc les Ancillae, c'est quand un vampire a commencé à avoir plus de 50 ans, 100 ans, qui connaît bien les règles. Les anciens, donc ça va de 200 à 1000 ans, c'est généralement les gros vampires qui dirigent une ville et qui chapeautent un peu tout. Au-delà, on a les Methusalem. Donc les Methusalem, c'est les très 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 vieux vampires contre 1000 et 2000 ans. Généralement, ils se cachent, ils sortent pas trop parce qu'ils sont très vieux et qu'ils sont un peu blasés de tout. Ils ont peur aussi. Le truc, c'est que plus un vampire vieillit, plus il a peur de se faire bouffer par les autres vampires. Sachant qu'ils ont aussi un autre truc, c'est qu'ils ont un changement biologique ou mystique, on sait pas trop, qui fait qu'ils n'arrivent plus à se nourrir souvent, ce qu'on appelle la soif des âges. Ils peuvent plus se nourrir sur le sang humain, ils peuvent se nourrir que sur le sang des autres vampires, ce qui aussi implique une idée de la GN, c'est que si vous imaginez qu'un Méthusalem a ça, l'antédiluvien qui est beaucoup plus vieux, lui ne peut croquer les vampires. Et donc l'idée c'est que durant la GN, quand les antédiluviens vont revenir, ils vont croquer les autres vampires, et tous les vampires, parce qu'ils auront très très soif. Cas exceptionnel, le prince. Le prince est le chef, entre parenthèses, de la ville. C'est lui qui impose les traditions. Les traditions sont des lois vampiriques, on va revenir dessus. Il peut être élu, il peut prendre le pouvoir par la force, il peut être fort, il peut être faible. Ça, c'est vraiment la conception de la ville telle que vous l'imaginez. C'est peut-être le point le plus intéressant du jeu, c'est quand vous concevez votre ville politiquement. En dessous du prince, il y a ce qu'on appelle les primogènes, qui sont les plus vieux vampires de chaque clan, qui forment en fait l'opposition loyale au prince. Donc après, il y a tout type de possibilités. Vous pouvez avoir une ville où en fait c'est les primogènes qui dirigent, et le prince ne sert à rien. Il y en a un où c'est le prince qui est complètement totalitaire. Mais l'idée c'est que vous ne pouvez pas vous passer de prince, parce que c'est très très rare, et il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui chapeaute. Et ironiquement, les vampires qui se voient comme des espèces de gros costauds, super balèzes, les prédateurs ultimes, ont besoin en fait d'avoir un système très propre pour cohabiter en fait, parce que sinon il serait toujours, ça serait le chaos le plus total, et ça, que ce soit le Sabbat ou la Camarilla, ça change rien. Ils ont besoin d'avoir des ordres sociaux extrêmement structurés pour espérer survivre en fait. Sinon, combien de temps avant que des humains commencent à péter des plombs, appellent la CIA ou la NSA, et là ça se fera très très mal. Donc on vous donne un peu le prince, qui peut faire, comment il est dirigé, enfin comment il est choisi, qu'est-ce qu'il peut faire. Essentiellement, donc le prince a beaucoup d'avantages, puisqu'il a le droit il peut créer des enfants comme il entend, il a normalement le soutien des autres anciens de la ville. Il a un pouvoir extrêmement fort au sein des Camarilla. Techniquement, il peut appeler la Camarilla si jamais il a des problèmes. C'est pas conseillé. La Camarilla, on le rappelle, c'est un peu comme la Ligue des Nations ou l'ONU, c'est-à-dire que techniquement, c'est des gens qui sont indépendants, mais qui suivent les mêmes préceptes, et ils n'ont qu'une seule autorité qui s'appelle le Cercle Intérieur. On y reviendra, qui sont des très très vieux vampires méga balèzes. D'aucuns pensent que ce sont les fondateurs de la Camarilla, et en dessous, ils ont une sorte de super police, on va dire. Qui s'appelle les... Ça y est, j'ai un trou, c'est un peu triste. Qui sont les Justicars. Donc il y en a un pour chacun des clans, donc il y en a 7, un pour chaque clan de la Camarilla, et les Justicars qui sont vraiment... S'ils sont dans la ville, vous êtes dans la merde, mais généralement, ils ont eux-mêmes des sortes d'adjoints qui s'appellent les Archontes, qui eux représentent la Camarilla en fait. Et eux, les Archontes, sont souvent itinérants, errants, ou avec le Justicar, et ils se baladent de ville en ville pour assurer la ville, pour assurer les lois de la Camarilla, pour aller très vite. Et justement, le prince, en général, n'a aucune envie que les Justicars viennent mettre les nez dans ses affaires à lui. Donc c'est pour ça, généralement, on dit tout va bien Madame Marquise, même s'il y a des cauchemars, parce que sinon, ça veut dire que le prince passe pour un gros kéké, pour aller vite.
Autre chose assez intéressante, donc évidemment, il a un pouvoir politique assez abscon, il peut interroger n'importe quelle personne qui vient sur son domaine, et surtout, il peut appeler une chasse au sang sur n'importe qui. Alors évidemment, c'est pas très très malin de le faire, mais il peut le faire. Et ça, rien que la menace, en fait, fait que beaucoup de gens font très attention. Il y a beaucoup d'autres, en fait, postes qui sont pas encore décrits, il me semble, dans le monde, on en reparlera, le shérif, le fléau, les harpies, ça viendra au fur et à mesure. Donc les traditions qui sont vraiment les lois vampiriques, qui sont appliquées en fait depuis la nuit des temps, techniquement données par Cain, mais dans les faits personne ne sait vraiment. La première tradition, c'est le domaine, c'est en gros tu arrives dans une ville qui n'est pas la tienne, tu te présentes devant le prince, parce que sinon si tu n'es pas accepté, t'es rien. Donc rappelez-vous les autarkies. La seconde, la tradition, c'est le domaine, c'est tu as un domaine, donc il peut être tout petit, ça peut être une ruelle, mais c'est le tien, tu dois le protéger et chacun doit le respecter. La troisième, c'est la création, c'est-à-dire que vous n'avez le droit de créer un enfant que si les autres anciens sont d'accord, généralement le prince. La quatrième, c'est si tu crées un enfant, tu en es responsable tant qu'il n'est pas relâché, et s'il fait des choses avant d'être relâché, il fait des conneries, tu dois le détruire. La cinquième, donc c'est le droit c'est la mascarade, grosso modo, c'est tu dois pas révéler ta nature à ceux qui sont pas de ton sang. Point. Et la sixième, c'est la destruction, c'est-à-dire que la destruction n'appartient qu'aux anciens, donc au prince, et tu peux pas appeler une chasse au sang de ton propre chef. Les traditions sont essentiellement respectées, plus ou moins. Donc c'est tout l'enjeu en fait du jeu aussi, c'est un peu de marcher sur les os. La mascarade est évidemment très très respectée, mais le reste évidemment. Il y a des entourloupes, il y a des gens qui font pas ce qu'il faut, et des fois ça se finit très très mal, des fois le mieux c'est de fermer sa gueule et de ne rien dire pour laisser passer notamment les kétifs, en général, c'est des humains des vampires qui sont créés, qui n'ont pas été, qui n'auraient pas dû avoir lieu, qui n'ont pas été reconnus par leur sire. Les chasses au sang, donc c'est extrêmement violent, et ensuite on arrive, c'est assez rigolo, il parle de bloodlines pour décrire les clans, alors qu'en fait on parle bien des clans simplement. Là on rentre un petit peu dans l'histoire du jeu, on est au tout début du métaplot, où on vous dit en fait les origines des différents clans. Donc les Brujas sont basés, on vous parle de Carthage, donc qui était une ville en gros, donc c'est la Carthage historique, qui était un havre de paix d'après les Brujas, où vivaient tranquillement les humains et les vampires en cohabitation, et que les très très vilains méchants ventrus ont essayé qui contrôlaient Rome avec les Malcaves, ont décidé de brûler la ville, et ça ils l'ont jamais pardonné, parce que blablabla, leur rêve de Carthage, c'est un grand classique, les anciens guerriers philosophes qui n'existent quasiment plus aujourd'hui. Les gangrels, c'était pas terrible, on vous dit que les gangrels sont liés en fait aux gens du voyage, aux gitans, c'est un peu les grandes limites de vampires de cette époque-là, ça changera un petit peu après, vous inquiétez pas. Les Malcaves, qui, comme son nom l'indique, on ne sait pas du tout, en fait, qui sont tous complètement fous et qui n'ont pas vraiment d'histoire commune, c'est un peu compliqué. Nosferatu, tout ce qu'on vous dit, c'est qu'eux-mêmes ne savent pas d'où ils viennent, par contre ils détestent, l'idée c'est qu'ils ont, c'est que Cain a maudit leur antédiluvien, donc leur créateur qui était un mec abscon et monstrueux, donc il est devenu aussi monstrueux à l'intérieur qu'à l'extérieur, et il y a une sorte d'idée déjà, en fait, de pénitence de la part des Nosferatu, de racheter quelque part les horreurs qu'a fait leur créateur, et deux, le fait qu'ils sont en bisbille avec leur créateur. Et ça va être au cœur du métaplot des Nosferatu très rapidement. Les Toréadors, donc évidemment, il n'y a pas grand-chose qui est dit, c'est juste qu'ils connaissent le nom de leur antédiluvien, et ils estiment qu'il est encore vivant. Les Trémères, c'est beaucoup plus compliqué, on ne parle pas encore des Tsimitse, mais on vous dit que concrètement, ils sont nés en Roumanie, au cœur de la Transylvanie, qu'ils ont piqué, en fait, ils ont réussi à manipuler un ancien d'un clan pour après se faire transformer, et peu à peu, en fait, ils ont remonté la chaîne, ils ont transformé quasiment toute leur maison de magiciens en vampires, et leur chef, Trémer, est devenu, en fait, une sorte d'antédiluvien en bouffant le chef du clan qui n'est pas nommé. Alors c'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux, ça sera amené à évoluer, mais les bases sont données. Et les ventrous, on vous dit que simplement, notre antédiluvien a été détruit. Ce qui est vrai en fait, qui est l'un des rares éléments, je crois, qui reste sur toutes les éditions de Vampires. On vous dit qu'il y a d'autres clans, particulièrement à l'Est, donc les fameux vampires d'Orient sont au moins énoncés, en vous disant qu'ils n'ont pas exactement les mêmes
les mêmes pouvoirs ou la même mentalité que les clans en fait les 13 clans qu'on connaît en fait de Vampire la Mascarade. On vous susurre aussi les Giovanni et les disciples de Seth, donc les Sétites, qui voilà, et on a déjà un petit peu, les autres arriveront plus tard, mais pas mal de bases sont déjà établies. Les sectes, donc comme je disais, la Camarilla, j'en ai déjà parlé, une sorte d'ONU, qui tient des conclaves, qui a un cercle intérieur, avec les justiciars qui sont déjà énoncés, notamment Xavier, le justiciar du clan Gangrel, qui va rester pendant un petit peu de temps. Et donc les justiciars ont vraiment beaucoup de pouvoir et sont un peu et terrorisent beaucoup de gens. On parle aussi un tout petit peu des archons très rapidement. Le sabbat, qui est énuméré en une page, donc on vous dit que le sabbat est grosso modo une congrégation de vampires connus sous le nom de la Main Noire, qui œuvrent essentiellement dans les villes d'Amérique du Nord, où il y a beaucoup de criminalité. Donc ça va être Montréal, New York, Toronto, Détroit, Philadelphie, Pittsburgh et Portland, ainsi que Boston et Baltimore, dans une moindre mesure, qui en fait forment des sortes de coteries perverses, qui ont tous renoncé à leur humanité d'une façon ou d'une autre. On parle de familles, et pas encore de clans, avec les clans La Sombra et les familles La Sombra et Timicé, qui sont essentiellement les composantes du sabbat. On vous dit qu'il est possible que d'autres personnes puissent rentrer, mais que généralement il y a un rituel de conception qui est le fait de prendre quelqu'un, de lui retirer tout son sang, de l'enterrer pour qu'il puisse sortir lui-même. L'idée en fait c'est de briser à la fois au niveau de leur humanité et de leur contrôle dessous et de leur volonté les initiés, puisque le grand truc en fait de la Main Noire, c'est que ils ont refusé le système de la Camarilla, ils estiment qu'ils sont des monstres, donc ils vivent dans des cimetières, et qu'ils ont bien l'intention en fait de dominer l'humanité, pour aller très très vite, et qu'ils n'ont aucune envie de se cacher du reste de l'humanité. Il y a aussi le fait qu'ils se versent dans la diablerie, qu'ils ont une tendance, un truc assez bizarre, alors je crois que c'est plus réécrit après, mais qu'en fait cette diablerie est ritualisée avec les anciens, c'est-à-dire que techniquement, des fois leurs anciens en fait se laissent bouffer par les plus jeunes qui en veulent plus, pour justement qu'ils récupèrent leur pouvoir et que le sabbat reste fort. Mais essentiellement, vous voyez, le sabbat tient même pas une page, c'est cette espèce de croque-mitaine terrible pour la Camarilla, qu'on dit pour les enfants au passage, qui était une idée que moi personnellement je préférais beaucoup à ce qui va être fait plus tard, quand on va commencer à vous expliquer le sabbat, que je trouve une explication assez faible, mais il y avait vraiment cette idée d'un sabbat intangible qu'on ne peut pas incarner, qui est vraiment qui est vraiment Satan, quoi, quelque part, pour les gens de la Camarilla, qui sont déjà des mecs pas terribles en termes d'humanité et de morale. Donc l'inconnu, j'en ai vaguement parlé, qui tiennent encore une fois en toute petite page, on ne sait pas qui ils sont, on sait juste qu'ils sont extrêmement puissants et qu'ils ont des moniteurs, donc des gens qui vérifient et qui observent pour eux à travers le monde, mais personne quasiment les a jamais vus. Les générations, donc voilà, c'est les règles, donc plus vous êtes plus vous avez une génération basse, plus vous êtes balèze. Les antagonistes, donc là on arrive un peu sur le bout du bouquin, à savoir donc le gouvernement. Oui, la NSA et le CDC, donc pour le contrôle des maladies, sait qu'il y a potentiellement quelque chose qui est lié au niveau des maladies infectieuses et aux vampires. L'Inquisition, qui existe toujours, donc qui est basée sur qui a changé de forme, donc qui est beaucoup moins puissante qu'avant, mais qui existe, et qui a perduré dans sa connaissance des vampires, qui est quand même très poussée. Notamment, c'est la société de Léopold qui est le grand ennemi, en fait, à ce moment-là, des vampires. Évidemment, les nouveaux vampires rigolent beaucoup, les jeunes vampires, en disant « Ouais, l'Inquisition, c'est du passé ». Par contre, tous les anciens qui ont vécu en fait l'Inquisition sont terrifiés absolument de l'Inquisition et ont mis un haro en disant « Faut surtout pas respecter la mascarade pour pas vous faire pincer par l'Inquisition ». L'Arcanum, qui est en gros une sorte de société société mystique du 19e siècle, qui a évolué pour devenir en fait un ordre qui étudie simplement le surnaturel, sans intervenir. Ironiquement, je crois qu'Arcanum, c'était le premier nom du magazine White Wolf, en fait, avant, donc c'est peut-être une petite référence. En tout cas, ils sont vus comme des acteurs passifs, et tous les anciens, la Camarilla, dit surtout ne pas se lier à eux, quoi, parce que c'est justement, plus ils en apprennent, plus ça met en danger la mascarade. C'est deux activités qui vont perdurer durant tous les bouquins. Les ghouls, les vampires, donc on vous donne des archétypes, en vous disant évidemment que ça devient très très balèze au fin fond, et les antédiluviens n'ont même pas de stats, parce qu'on vous dit ça n'a aucun sens de vous donner les statistiques là-dedans. Les lupins, donc les loups-garous, qui ont des stats de porc physique, on vous les décrit juste comme étant extrêmement hostiles, que normalement
les Lupins sont une société matriarcale, ça c'est assez marrant, donc ils sont extrêmement violents. Il paraît que peut-être les gangrels ont des contacts avec eux, mais qu'on ne sait pas forcément. En tout cas, la nuit de pleine lune, ils entrent dans une rage pas possible et ils tuent les humains, les vampires, tout ce qu'ils trouvent. Donc faire extrêmement attention. On vous donne aussi justement donc leurs stats qui sont assez démentiels, ils font très très mal, l'argent peuvent leur faire mal, mais essentiellement en fait leur gros concept c'est ils peuvent utiliser leurs bêtes à l'envie et ils font très 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 mal. Et il y avait, je sais plus, il y a un truc où ils disent ah oui on sait que ça fait, donc ils font de la célérité et ils vous font très costaud. Je sais plus, non c'est dans un autre bouquin, mais ouais c'est ça. Donc sous forme de loup, ils doublent tous leurs attributs physiques. Oui, ça fait très très mal. Yes, it's very nasty. En plus, ils ont à moitié des disciplines, donc c'est vraiment le flou artistique, mais l'idée c'est que c'est l'antagoniste pour vous laisser sortir, enfin vous restez dans la ville, et si jamais vous faites le malin, on vous met un lupin en face et vous êtes dans la merde. Les mages sont présents, donc un petit coucou à Ars Magica, puisqu'on vous dit qu'ils font ils font tous partie des traditions de l'ancien ordre d'Hermès, qu'on n'est pas encore sur Mage d'Ascension, mais on vous dit concrètement de les traiter comme des humains, avec 12 points de discipline. Donc c'est pas mal, quand même pour commencer. Ensuite, donc, on a vraiment tout le lexique, le dictionnaire, disons, vampirique, avec des mots assez connus, hein, donc le livre de Nod, les Barons, qui sont la partie en dehors de la ville où on peut aller chasser, et le prince n'en a pas grand-chose à faire, donc en fait les banlieues, Camarilla, Diablerie, le domaine, donc ça on a un peu tout vu. Il y a aussi des formes un peu plus anciennes, donc la Marante, qui est l'ancienne forme, enfin, techniquement du lien de sang, voire de la diablerie, les archons, les autarchies, la canaille, qui sont les humains, beaucoup de choses, donc le cauchemar, parce qu'il y a différents types de vampires, en fait, il y a des vampires qui ne se nourrissent que des gens quand ils dorment, des séducteurs, des gens qui se nourrissent que sur les animaux, et à chaque fois il y a des termes plus ou moins insultants par rapport à ce que la condition vampirique. La main noire, et il y a aussi des argots en fait qui sont utilisés de manière un peu crue. Ça c'est un truc que j'ai toujours aimé, qui sont mis un petit peu pour donner plus vie à leur setting, ce qui est pas forcément bête en fait comme idée. Ensuite, alors ça c'est peut-être mon illustration préférée, le sabbat, qui résume le sabbat tel que je l'aimerais, ce qui n'est pas du tout le cas. À savoir, on a un vieil homme qui est juste assis, qui a l'air aveugle avec un bâton, et le seul détail hyper dérangeant, c'est qu'il a à moitié du sang collé au niveau de ses longs cheveux sous son manteau. Je trouve absolument génial qu'il ait cette espèce d'impression de terreur et d'inconnu, en fait, sur le sabbat, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut, et cette espèce d'idée d'un croque-mitaine éternel. Donc on vous redonne comment créer une chronique, donc c'est là où ça devient vraiment intéressant pour le maître du jeu, avec comment mettre les joueurs au centre de l'action, les antagonistes que vous pouvez utiliser, les motifs, donc des fois ça pousse un peu, mais finalement les conseils sont pas dégueulasses. On vous dit comment est-ce que vous créez votre groupe. Et ça je pense que c'est très important, parce que les vampires étant extrêmement individualistes et antagonistes, il faut pouvoir les faire jouer ensemble. Donc est-ce qu'ils veulent faire une diablerie, est-ce qu'ils veulent diriger une petite ville, est-ce que c'est des réfugiés, des errants, que sais-je, en leur donnant différents éléments sur qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement. Est-ce qu'ils cherchent Golconde, est-ce qu'ils veulent s'impliquer dans la politique de Camarilla, est-ce qu'ils veulent s'impliquer dans la politique mortelle, est-ce qu'ils viennent d'être transformés en vampires et ils doivent découvrir ce monde. Des éléments bizarres, ça c'est assez rigolo. Peut-être qu'ils veulent fabriquer un culte, peut-être qu'on va faire une histoire, jouer dans l'histoire antique, donc on vous propose notamment Rome ou les croisades, ce qui ne restera pas dans l'oreille d'un sourd évidemment, ou dans d'autres mondes, donc si vous voulez jouer dans le monde d'Anne Rice, de Lovecraft, ou même dans la Terre du Milieu, allons-y gaiement, tant qu'à faire. On vous donne un tout petit exemple de chronique que j'ai trouvé toujours un peu abscon et complètement nul, on va dire. C'est juste... c'est des PNJ en fait qu'on va vous donner sur description de Gary dans l'Indiana. Donc Gary c'est dans la banlieue de Chicago, c'est une toute petite ville qui est vraiment très très mal en point déjà dans les années 90 et qui va encore s'aggraver. Je vous conseille de chercher Gary Indiana dans Google Maps, vous allez un peu halluciner du niveau du truc. C'est aussi un peu, il y a un peu un pied de nez à l'Amérique réganienne, qui a laissé derrière justement toute la Rust Belt et toutes les industries américaines qui sont en train de crever. Je pense que c'est un thème qui est quand même assez fort dans Vampire et qui se reflète dans l'esthétique gothique punk qui finalement n'est pas si éloigné de la nôtre. Donc on vous donne dans cette petite ville les personnages qui y vivent, avec Modus, donc qui est le prince entre parenthèses de Gary, mais c'est tout petit, qui est vraiment pas content parce que il a l'impression que l'Odin, qui est un grand PNJ, qui est le prince
de Chicago le prend un peu pour sa bitch, pour aller vite. On a des exemples donc un peu de personnages que vous pouvez trouver, donc avec son enfant à elle, l'enfant du prince, Juggler qui est une sorte d'anarque italien qui vient foutre le dawa, Michael qui est l'archétype du malcavien, qui est gentil mais qui est en fait une espèce de brute qui a été transformée par on ne sait qui. La jeune infante de Juggler qui est en fait la sœur aussi d'un humain qui est flic, donc qui apprend tout ça. Le classique du vieux Nosferatu qui est obsédé par l'architecture et qui renoue avec son humanité. L'ancien Gangrel qui était centurion, il y a beaucoup de vieux vampires aussi, qui était le centurion durant la Rome antique, mais qui est un mec plutôt qui essaie de faire un petit peu bon an mal an. Il sera très très maltraité dans le Beckett's Guide, il finit en espèce de junkie dégueulasse dans le guide de Beckett de la 5e édition. Sullivan Dane qui est l'un des premiers protagonistes récurrents, qui est en fait un humain, donc qui est de l'ordre de la cité Léopold, qui est l'un des meilleurs tueurs de vampires qui existent. Donc Shepard qui est le frère de la fille qui s'est fait transformer en vampire et donc qui connaît l'existence des vampires, il bosse pour le FBI hélas. Et non c'est l'inverse, c'est Stevens qui est flic et qui est le frère de la fille qui est transformée en vampire qui vit à Chicago, et à côté Stevens qui est un mec du FBI en fait simplement. Donc c'est vraiment les personnes que vous avez là vont devenir un petit peu des archétypes classiques, enfin l'humain qui a un proche qui est transformé en vampire, l'espèce d'inquisiteur hyper froid et calculateur, inhumain en fait quelque part, même s'il a la vraie foi de l'inquisition. Enfin c'est des choses qui vont devenir très très récurrentes, même si ça va prendre essentiellement forme avec Chicago by Night qui va devenir le bouquin quintessentiel sur Vampire. Parce que le grand truc de Vampire, c'est que vous pouvez pas faire d'histoire standard. Vous devez créer une ville. Dans cette ville, créer des PNJ et savoir comment vos joueurs vont interagir là-dedans, et c'est la ville en fait le protagoniste des histoires. Et c'est peut-être toute la subtilité et la difficulté, je pense, de Vampire la Mascarade dans mon avis. Donc on vous dit comment être maître du jeu, comment ça se passe, les problèmes que vous pouvez avoir, ce que vous devez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Les trucs sont plutôt pas mal, enfin il y a vraiment des bonnes idées. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est aussi il y a tout un pan sur pourquoi les joueurs jouent. Qu'est-ce qu'on vient chercher ? Est-ce qu'on vient chercher une histoire, des secrets, résoudre des problèmes, avoir l'impression d'accomplir quelque chose, de gagner quelque part du pouvoir, d'être avec des amis, simplement, enfin un côté cathartique, c'est vraiment pas mal, enfin il y avait des bonnes idées. Donc oui, l'histoire se finit en gros où Cal arrive à résister à la domination de Sacha. Ironiquement, malgré le fait qu'il soit un toréador, il déchire un tableau en deux et il va l'empaler avec. Donc comment gérer le suspense, l'horreur, enfin des éléments un petit peu supplémentaires classiques, gérer des flashbacks, faire des prémonitions, du symbolisme. Bon, voilà, après c'est vous qui voyez, mais c'est un peu tricky. Et il y a un tout petit peu de début sur le live action, donc qui sera un très très gros truc dans la Revised, donc dans la 3e édition où il y aura le Mind's Eye Theater, donc qui est le fait de faire du vampire en live, qui va vraiment faire les grosses heures et les grosses mamelles monétaires de vampires avec, je crois que c'est la Camarilla justement, qui est un organisme qui gérait le live, enfin le jeu en façon GN, et ça va très 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 bien marcher, ça va attirer aussi beaucoup de gens féminines, donc un peu changer la donne au niveau de Vampire, mais là au début c'est vraiment les b.a.-ba, ils ont pas trop d'idées, ils font ça un peu à la louche, mais Mind's Eye Theater va vraiment changer tout ça concrètement. On vous explique après on vous donne un peu des idées comment créer une histoire, donc c'est ce que je vous disais, il faut trouver un thème, des conflits, qui contre qui, le prince, la ville, l'histoire, comment vous faites ça, et ça se finit, donc l'histoire se finit, il arrive à tuer son sire et il redevient humain, ce qui est un truc qui évidemment va passer complètement à la trappe d'un vampire. Et les grands concepts d'histoire, donc la tragédie, la mascarade, le djihad, la guerre des âges, l'intrigue, des vendettas personnels, la romance, la rédemption, tout y passe. Et on finit par donc le scénario qui utilise les personnages que je vous ai montrés avant, que je trouve nul à chier, qui s'appelle Baptême par le feu. En gros, vous avez je crois que c'est juste, vous devez rencontrer le prince de la ville pour qu'il donne une lettre, et que la lettre soit remise à l'Odin. Ça enchaînera sur Ashes to Ashes, qui est la première histoire de vampire, donc le premier scénario, qui est pas ouf non plus aussi. Donc ça se passe à Gary, c'est nul quoi, enfin c'est en gros vous chassez, vous rencontrez Moedus qui vous dit maintenant faut aller apporter une lettre à l'Odin, vous rencontrez tous les personnages en fait qui ont été introduits avant et c'est tout quoi. Puis il y a Juggler qui arrive, il met de la musique de métal à fond durant l'introduction de Modus, c'est pas terrible, et ça se finit par Annabelle qui est l'une des primogènes, la primogène toréador
de Chicago, qui forcément est française, hein, parce que les Toreadors sont forcément français, pour voilà, donner des conseils, patati patata. Et à la fin, donc on a encore un dialogue sur en gros une sorte de conversation qui est enregistrée d'un vampire qui parle de Golconde, qui essaie d'expliquer un petit peu, qui donne plus d'éléments, justement, encore une fois, sur c'est des idées un peu lancées en l'air sur qu'est-ce que est devenu Cain, que sont les antédiluviens, la GN qui arrive, et ça se finit, en fait, on voit que c'est une transmission qui a été récupérée par la NSA, donc par Shepard, qui est le type qu'on a introduit tout à l'heure, et donc ça veut dire que potentiellement la NSA a une section spéciale qui va enquêter sur les vampires. Ensuite, on a enfin fini la postface de Mark Reinagen qui vous explique, mais de toute façon, moi j'ai fait ça, ce jeu, c'est parce que c'est la lutte contre le bien et contre le mal. J'explique justement, c'était une étude de qu'est-ce que le mal. C'est, je sais pas, c'est un peu. Alors, on peut aimer, on peut trouver ça naïf, on peut trouver ça pédant. C'est à vous en fait de vous faire votre propre opinion. Je suis toujours, moi je préfère beaucoup en fait ce qu'avait fait Bill Bridge et Satyros, donc Phil Brucato sur Mage et Loup-Garou, où il y avait vraiment où c'était beaucoup plus subtil en fait, je trouve, au niveau de leurs intentions. Alors peut-être qu'ils savaient mieux écrire aussi, hein, je sais pas, j'ai pas critiqué. Mais en tout cas, il fait un truc assez cool à la fin, c'est qu'il dit bah voilà mes sources principales pour le jeu. Il a quand même à tout seigneur tout honneur, il a toujours dit en fait que quand il a commencé à écrire Vampire, il avait pas lu Anne Rice, mais il l'a lu après. Aussi, donc bah évidemment, même si je pense que ça a eu quand même un impact, Dracula, Bram Stoker. Les autres, je les connais pas trop. Donc bah il y a Sandman évidemment, qui était le comics qui pétait tout à l'époque. J'ai pas lu les autres, donc il y a un Time Enough for Love de Heinlein, que je connais pas, et Those Who Hunt the Night de Barbara Hamley. Les films Near Dark, Vamp, qui est complètement oublié aujourd'hui, qui était une comédie assez rigolote avec des vampires, et Grace Jones, The Hunger, donc c'est les Prédateurs de Tony Scott, qui est pas ouf, moi je l'avais vu, c'était pas génial. Nosferatu, évidemment, qui est génial. Dracula originel de l'Universal, Blue Velvet, Fenêtre sur cour, Génération perdue, Alien et Aliens. Et dans les jeux, bah on a les classiques Ars Magica, RuneQuest, Shadowrun, Call of Cthulhu, Pendragon, GURPS Horror, Corps, je sais pas ce que c'est, Illuminati et Donjons et Dragons. Et pour le reste, c'est bien rigolo. On a du Carl Jung, du Joseph Campbell, du Milan Kundera, du Hermann Hesse, du Albert Camus, du Shelley, du Eliade et du Ayn Rand aussi qui se balade. Alors Ayn Rand, c'est quand même l'espèce de folle malade mentale rappel, hein, Ayn Rand, c'est une Russe blanche qui a fui au début du siècle pendant la Révolution, pendant que sa famille s'est fait trucider. Elle arrive aux États-Unis, donc forcément elle est traumatisée par le communisme. Elle arrive, en fait, elle se pointe devant les studios de Hollywood et il y a Cécile B2000 qui arrive sur un golf cart et dit qu'est-ce que vous faites, elle dit cherche un boulot, elle dit bah montez. Elle est devenue script girl et assistante de Cécile B2000 qui était un mec complètement fou en plus lui aussi de son aspect, et elle a créé une sorte de, je sais pas appeler ça un mouvement philosophique, mais je crois que ça s'appelle l'objectivisme, notamment la révolution d'Atlas, The Fountainhead, donc le rebelle qui était basé sur l'idée que oui, de toute façon, ces salauds de parasites ne laissent pas les grands innovateurs, les grands inventeurs faire ce qu'ils veulent. Enfin, c'est complètement, moi ça me fait vomir, vraiment ça me fait vomir. Évidemment, c'était repris par beaucoup d'Américains, de libertariens. Enfin, je trouve que c'est un cauchemar. Elle a fini complètement craquée, son mari était alcoolo, il s'est foutu une balle dans la tête parce qu'il n'en pouvait plus. Enfin, c'est rock'n'roll. Et curieusement, elle était pro-avortement, ce que ses grands fans ne disaient jamais, ce qui est assez rigolo, 2 poids 2 mesures. Et enfin, on finit par Václav Havel et la signature de l'ami Mark Reinagen et la feuille de perso. Et incroyable mais vrai, on a fait le tour, j'y croyais plus. On a la liste des bouquins qui arrivent par la suite, vous inquiétez pas, on va voir ça tous ensemble très prochainement. Et le loup-garou, le magazine White Wolf qui reste pour $22, ce qui était pas cher. Vous aviez 12 magazines, c'est vraiment peanuts. Le magazine a vécu quasiment toute la vie, je crois, de l'ancien monde des ténèbres, donc jusqu'aux années 2000. Donc voilà, c'était le premier numéro de A à GN, c'était extrêmement long, extrêmement dense, vous inquiétez pas, les autres seront plus courts parce que les bouquins sont moins importants, et là ça reste un core book, je peux pas passer outre les concepts, je peux pas passer outre beaucoup de choses, c'est le livre un peu fondateur, et c'est normal que ça prenne du temps, mais en tout cas voilà ce que je pouvais vous dire, j'espère que ça vous a plu, vous inquiétez pas, plus ça va avancer, plus on va un peu rigoler, voir des trucs un peu fous, là c'était très pédagogique, je suis quelqu'un qui est très aime bien, châtie bien, donc vous inquiétez pas, il y aura des choses beaucoup plus colorées par la suite. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Allez, salut!